Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. On sait le peu. Aujourd'hui, on continue l'aventure de notre nouveau top 100 des meilleurs jeux de tous les temps. 5e segment, donc on sera rendu à la moitié du top 100 après cette vidéo. Ouais, on va avoir déjà fait notre première moitié. Il me semble que ça a passé vite. Ça va vite. Donc aujourd'hui, ça sera les positions 51 à 60. Ouais. Puis moi, j'ai au moins un croisement avec toi, un jeu que tu as déjà nommé. Puis clairement un qui, je pense, va être dans ton top 20. Mon top 20? Ouais. Okay. Donne-moi une seconde pour réfléchir. J'hésite entre deux. Ah, ok, c'est bon. Mais que je le Dans nomme mon tantôt. top 20 que tu pourrais nommer là, on va voir, mais je le confirmerai pas évidemment. Tout de Mais suite, non, nous ferons patienter et languir nos fidèles auditeurs. Ben oui, puis on salue Miguel qui nous écrit des super gros longs commentaires à chaque vidéo. C'est toujours super apprécié les analyses que tu fais, Miguel, puis les discussions que tu fais sur nos choix. Continue de faire ça. On aime ça beaucoup. Oui. Bon, Miguel, je te donnerai le défi quand nous ferons notre top 10 de faire en commentaire ton top 100 expliqué. Peut-être qu'il le fait déjà à chaque vidéo. Peut-être, c'est vrai, au moment où on enregistre, on n'a pas encore parce qu'il a dit, je pense qu'il parce qu'on est déjà en avance. Ouais, c'est ça. C'est pourrait. On fera un moment donné un pledge Patreon. Là. Faites votre top 100 avec nous. Ben oui, tiens donc. ça sera pas 5$ par exemple. C'est beaucoup d'investissement de temps. C'est beaucoup de temps. Voilà. Donc, tu nous passes ça avec la position 60? Parfait, j'arrive à la position 60. C'est le deuxième jeu de cette compagnie-là que je nomme, qui s'appelle, j'ai comme un blanc, Rock Manor Games. Donc, tu te doutes probablement déjà. C'est quoi? C'est le bon vieux... Maximum Apocalypse. Déjà, bon vieux Maximum Apocalypse. Qui, lui, on parle d'un bon. C'est un de mes rares jeux qui progresse, c'est-à-dire qu'il est en 88e place. C'est un jeu de 2018, fait qu'il était récent. Et depuis 2018, dans les 5 dernières années, s'il y a du contenu qui a été produit pour ce jeu-là, en veux-tu, en voilà. Il y a une deuxième boîte de base qui a été il y a une deuxième boîte qui a été offerte avec davantage de contenu qui se mélange. Il y a une autre boîte qui s'en vient. Il y a plein de stocks. Qu'est-ce que c'est Maximum Apocalypse? C'est un jeu coopératif de survie et d'exploration. On est dans une apocalypse. Et on va avoir donc, selon le scénario qu'on va choisir, différentes tuiles à placer qu'on va faire face cachée. On va se créer différents decks de cartes qui sont nos decks de fouilles, qui correspondent aux différents lieux qu'on va trouver. On va choisir un héros qui est représenté par 30 cartes. Il va avoir son petit plateau personnel avec ses points de vie, sa fatigue, tout ça. Une petite carte, en fait, pas un plateau, mais une petite carte personnelle qui va représenter ses points de vie, sa fatigue, sa faim, surtout. C'est un concept important dans ce jeu-là. Et les cartes vont représenter quelles actions ce héros-là peut faire. Dans nos actions, donc, on va se déplacer d'une tuile à l'autre, on va explorer ces tuiles-là, puis on va jouer nos cartes. Fait que selon le personnage que j'ai, si j'ai du chasseur, je vais avoir beaucoup de cartes, que ce sont des pièges, de l'exploration, du scout en français, là, j'ai oublié le terme, là, mais d'aller observer ce qui se passe, d'aller en éclaireur, exactement, d'aller en éclaireur, d'envoyer des drones de chasse, etc. Fait qu'il va ramener beaucoup de nourriture, etc. Alors que le pompier, il est évidemment expert pour franchir les obstacles. Il y a une hache pour se battre, il y a une protection avec son casque, il y a une espèce de mécano qui va fabriquer tout plein de cossins, il y a le pistolero qui est évidemment très efficace offensivement. Fait qu'il y a plein de personnages différents qui vont avoir différents effets. T'sais, il y a l'espèce de sniper de l'armée, il est évidemment extrêmement puissant, sauf sur sa propre case à lui, parce que c'est un sniper qui veut tirer de loin. Il y a plein de personnages. Il y a celui avec son chien qui peut envoyer son chien courir après les zombies, exactement. Ou autre chose. Fait que parce que cette première partie-là qui est super intéressante, la façon dont tu vas jouer tes cartes, c'est vraiment très très cool. Puis c'est pas un jeu que tu lances des dés quand tu combats. Si j'ai une mitraillette qui a 4 balles puis qui fait 6 de dégâts par attaque, mais si j'attaque 4 fois, je vais faire 24 de dégâts. C'est juste qu'après, j'ai plus de balles. Fait qu'il faut que je fouille pour trouver davantage de munitions pour pouvoir recharger mon arme.
Fait que c'est un jeu qui est déterministe dans la façon dont tu vas appliquer tes effets et tes combats. Fait que tu vas regarder, OK, toi, tu as 2 monstres après toi t'en as un après toi. Si je t'attaque toi, je vais pouvoir te libérer d'un monstre. Quand tu vas jouer, tu vas pouvoir faire tel truc, etc. Puis, probablement, la plus grande force du jeu, c'est sa variabilité au niveau des scénarios. Parce que quand je te dis que tu as une apocalypse, tu n'es pas nécessairement contre des zombies. Tu choisis ton apocalypse quand tu installes ton scénario. Est-ce qu'on veut se faire attaquer par des aliens qui prennent le contrôle de la Terre? Parfait, on peut. Est-ce qu'on veut être pogné sur une île avec des dinosaures? L'option est là. Est-ce qu'on va avoir des araignées géantes et des insectes gargantuesques qui se sont transformés en laboratoire et qui prennent le contrôle du monde? Parfait, c'est là. L'apocalypse de zombies, pas de trouble. Des robots. Des robots qui ont pris contrôle de la Terre, intelligence artificielle, il y en a. Il y a, écoute, les vampires, il y a le Rapture, là, les chevaliers de l'Apocalypse qui se réveillent puis qui veulent, tu sais, qui arrivent, puis bon, il faut repousser les chevaliers de l'Apocalypse. Pourquoi pas? Fait que, pense, c'est des yokai, fait que les espèces de démons japonais, puis il y en a d'autres que j'oublie probablement, les mutants, le classique Mad Max. Tu veux jouer à Mad Max? C'est dans le jeu. Fait qu'il y en a plein, des rats géants, des clowns maléfiques, tu sais, Hit. Tu veux le faire? Il est là. Il y a même des gremlins, c'est sûr. Fait que, tu sais, Non. Il y a une affaire, eux autres. Ils ont une affaire, eux autres, quand ils passent une case d'eau, ça se passe comme moins bien. Fait qu'il y a tellement d'options. Tu sais, tu veux jouer un prêtre, un cowboy, puis un pompier qui se battent contre les démons de l'Apocalypse? Tu peux. Tu veux jouer un mécano, un vieux vétéran de l'armée, puis un jeune sniper de l'armée qui se battent dans un terrain Mad Max de nuit? Ça se fait. Fait que il y a tellement d'options, ce jeu-là, avec un système de règles qui est quand même assez simple à prendre en main. Les parties peuvent être longues. J'ai déjà joué des parties de 3h30, mais à moins d'avoir un joueur désagréable. À Gen Con, mettons. Ça, on a un exemple célèbre qu'un joueur qui n'avait pas compris c'était coop. Mais mis à part cet exemple-là, c'est jamais long, c'est jamais plate, c'est jamais. Même si les parties peuvent des fois s'étirer un petit peu dans la longueur, c'est ce qui fait qu'il n'est pas, mettons, dans le top 40, mais plutôt dans le top 60. Les parties vont avoir une petite tendance à s'étirer, surtout si on joue à 5 ou 6. Mais j'ai rarement vu quelqu'un ne pas avoir de plaisir parce que chaque joueur est efficace dans ce qu'il fait. Il y a des belles façons d'interagir. Ils ont des belles mécaniques. Le scientifique, c'est de loin ma classe préférée à jouer dans le jeu. Il faut que je me retienne pour ne pas jouer de scientifique à chaque fois que je joue. Il y a vraiment des belles idées à l'intérieur de ce jeu-là. Puis j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve parce qu'il y a une autre boîte qui est annoncée que j'ai évidemment supportée et qui s'en vient. Donc, si tu aimes ce type d'idée-là, explorer. Puis c'est un jeu qui est, il faut accepter la part de hasard qu'il y a dans le jeu parce qu'on voit par exemple la façon dont c'est disposé. On commence quelque part, on place nos tuiles au hasard. Puis il y a même la construction de ta map. C'est les joueurs qui décident comment on construit la map en plaçant des tuiles face cachée. Fait que tu fais une map difficile, tu fais 2 longs corridors qui font que si tu as besoin de fouiller quelque chose, tu es chanceux, puis dans le coin, ça va être super long. Si tu en veux une plus facile, tu te fais un carré. C'est plus facile d'explorer. Là, on voit qu'eux autres se sont mis un petit challenge en mettant un trou dans le milieu. Fait il y a juste un passage au nord puis au sud. Si on a besoin de passer d'un côté à l'autre, ça va être plus complexe. Fait que ça t'amène une belle variabilité, une belle possibilité. Mais c'est possible que par accident, tu places 2 objectifs très très loin l'un de l'autre puis qui font que la game va être plus longue. C'est pas nécessairement désagréable, mais il faut accepter cette part de hasard. Fait qu'il y a un super beau jeu d'exploration, de survie. C'est pas un jeu que tu vas développer ton personnage, tu sais, qui va monter de niveau, mais tu vas avoir des nouveaux équipements, des nouvelles actions au fur et à mesure que tu piges des cartes. Il y a un samouraï là-dedans. C'est super cool. Ouais, c'est un système de cartes qui ressemble beaucoup à Sentinel of the Multiverse, là, pour ceux qui connaissaient ce vieux jeu de super-héros-là. C'est une vibe comme ça. Là. Ton deck est préfait. Tu n'as pas à le construire rien. Non, tu prends le pompier, tu as le deck du pompier. C'est ça. Puis c'est juste qu'il n'y a pas tous les decks d'environnement, puis d'événements, puis etc., puis de vilains. C'est ton joueur, il a son deck. Un peu comme j'ai parlé dans un segment précédent, Marvel Champion, je prends Captain America, j'ai ce deck-là, mais j'ai pas besoin de construire le reste. Comme David le disait, je prends le samouraï vient avec ces 30 cartes-là. Voilà, on peut jouer, je brasse, je pige 5 cartes, je suis prêt à commencer. Mais là, ils ont clairement mis un deck d'environnement dans une extension. Là. Ouais. Oui, c'est ça la nouvelle. Le froid, le chaud et le froid dans la nouvelle extension. Puis dans la deuxième boîte de base, il avait mis le concept de jour et de nuit. OK. Là, il y avait à toutes les 2 phases de jeu, il y avait un événement de nuit qui se passait. Fait que là, il y a une tempête, quelque chose. Fait qu'ils réussissent quand même à bien faire progresser le système à date, là, sans le rendre trop lourd. Parfait, ça. Fait que c'était mon choix numéro 60, Maximum Apocalypse. Mon choix 60, c'est un nouveau jeu. Évidemment, il n'était pas là en 2018. C'est un jeu qui s'appelle Turing Machine. Donc, un jeu qui a eu un énorme succès en 2022 de nos amis du Scorpion Masqué. Donc, un jeu québécois. C'est un jeu de déduction logique
pure, là, la grosse Oui. déduction mathématique. Là. Moi, je me sens vraiment comme quelqu'un qui fait des problèmes d'algèbre quand je joue à ça. Là. Fait que, si t'aimes pas ça, là, ce feeling-là, t'aimeras pas ça jouer à Turing Machine. Ça va être déjà fini, oui. Mais si t'aimes ça, les puzzles de logique, je pense que tu vas tomber dans quelque chose de vraiment le fun avec Turing Machine. On va avoir des problèmes à l'infini que tu peux résoudre parce qu'ils ont généré une application qui peut générer des scénarios. Il y a comme 7 millions de scénarios qu'elle peut générer. Fait que tu vas toujours avoir des nouveaux problèmes que tu vas pouvoir faire. Tu vas aller placer les cartes pour faire le setup que l'application va te donner. Dans le fond, c'est à tout ce qu'elle sert, l'application. Tu n'en as pas besoin pour jouer au jeu en tant que tel. C'est vraiment juste pour faire ta mise en place. Ils ont quand même mis une trentaine de problèmes dans le livret d'instructions, mais une fois que tu as fait le tour, tu n'as pas fini de jouer parce qu'il y a ça de disponible. Puis dans le fond, c'est qu'on va avoir à trouver un code de 3 chiffres qui sont entre 1 et 5. Puis on va devoir le faire en questionnant la machine. Donc on va lui soumettre des codes. Donc on va formuler un code avec des cartes trouées. Puis je pourrais dire, je sais pas, je vais y soumettre le code 1, 2, 3. Fait que là, je vais prendre les cartes 1, 2, 3. Là. Fait que les cartes bleues, c'est comme le chiffre à gauche de la combinaison. La carte jaune au milieu de la combinaison. La carte mauve à droite de la combinaison. Fait que je vais prendre les cartes 1, 2, 3. Puis là, je vais soumettre cette combinaison-là à des critères dans la machine. Fait que les critères, c'est des équations logiques. Fait que ça pourrait être, est-ce que le carré jaune est plus grand que le cercle mauve? Fait que là, si je mets ma combinaison de cartes trouées à ce critère-là, dans le fond, sur la carte comme quadrillé de ce critère-là, je vais avoir un trou, puis ça va me pointer soit un X ou un crochet. Fait que ça va me dire si ce critère-là fonctionne avec la combinaison que je viens d'y montrer ou il ne fonctionne pas avec la combinaison que j'ai montrée. Fait que s'il y a un crochet, ben, ça veut dire que, ça veut dire que le carré est plus grand que le cercle. Fait que là, selon les chiffres que j'avais mis, mettons, fait que là, après ça, je vais pouvoir en déduire, puis je vais pouvoir avancer mes déductions avec ça. Puis tu vas avoir une feuille pour noter tes affaires, puis tes hypothèses, puis tu vas pouvoir cocher les chiffres que tu élimines au fur et à mesure sur ta feuille. Fait que tu vas pouvoir questionner à chaque tour la machine avec ta combinaison. Tu vas pouvoir lui poser deux questions différentes pour aller tirer tes conclusions. Puis après ça, tu peux soit donner le code si tu l'as trouvé, ou tu peux passer à une ronde suivante où tu vas aller te refaire une nouvelle combinaison de 3 chiffres. Puis tu vas re-questionner jusqu'à 2 critères encore une fois. Puis tu vas faire ça jusqu'à temps que tu trouves la combinaison. Tu peux jouer solo super facilement. Tu dois vaincre la machine en la battant, en jouant moins de coups que elle, dans le fond, pour gagner. Mais tu sais, honnêtement, juste la satisfaction de résoudre le puzzle, je trouve ça plus satisfaisant que d'avoir vaincu ou pas la machine. Donc je m'en fous un peu. Là. C'est vraiment plus le défi d'avoir fait le puzzle que je trouve le fun. Tu peux aussi jouer en compétitif. En compétitif, à la fin d'un round, on va mettre notre pouce dans les airs ou par en bas si on a trouvé la combinaison. Puis là, dès qu'un joueur a trouvé la combinaison, ben, il va être le gagnant. Si on est plusieurs à la trouver en même temps, ben, c'est celui qui va poser le moins de questions à la machine qui va départager l'égalité. Fait que ça joue en plusieurs modes de jeu. Ça a une rejouabilité infinie. C'est de la grosse déduction logique, mathématique, mais si tu tripes dans ce créneau-là, c'est vraiment le fun. Puis il y a un côté le fun à manipuler. C'est un thème un peu rétro d'une vieille machine punchboard. Là, fait que c'est quelque chose de le fun à manipuler les cartes, puis de les mettre une par-dessus l'autre, puis là, de la mettre sur la carte de validation. Puis là, il y a le trouillé là. Ah, c'est un X. Tu as quelque chose de le fun à manipuler versus que si tout se jouait sur une application. Fait que, vraiment un beau succès pour nos amis du Scorpion Masqué. Puis je suis super content du succès à l'international que le jeu connaît présentement. Super bon jeu. Moi, je t'avouerai déjà que ce jeu-là, parce que je vais spoiler un peu en disant qu'il n'est pas sur ma liste, parce que j'ai pas assez joué. Je joue juste 2 parties avec toi. Probablement qu'il y aurait des chances de retrouver, mais il a brisé un jeu comme par exemple Cryptid. Ouais. Parce qu'il me donne un feeling similaire, mais Cryptid, il y a un trop grand danger parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises que quelqu'un comprenne mal ou. Puis ça chie la partie. Ouais, puis là, ça scrape complètement la partie quand tu te rends compte à mi-chemin que ces bâtiments-là, c'était 3 cases de distance, pas 2. Ok, ouais. Ouais. Mais lui, il n'y a pas ce problème-là. Ouais, c'est ça. En plus. Donc, très bon choix. Donc, mon numéro 60, la Turing Machine.
Je vais continuer avec mon numéro 59, qui est un de mes grands classiques personnels. Peut-être que si j'y rejoue plus, il va revenir dans mon top 20 où il était précédemment parce qu'il est en 15e place. C'est le jeu qui a lancé le système qui s'appelle le Cerberus Engine, un des jeux les plus connus de Matt Ira, qui était à l'époque avec Ben Soyd ou Stoyle, quelque chose comme ça, qui était le DC Comic Deck Building Game. Je ne sais pas si ce jeu-là va revenir dans le top 20 ou s'il va tranquillement... Si t'as fait le tour, là. Ouais, c'est ça, où il va tranquillement s'effacer. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup jouer. Je joue peut-être 1 ou 2 fois par année avec mes vieux classiques. Tu sais, quand Pat vient faire un tour, on va souvent le sortir, finir ça en fin de partie, mais tu sais, je le connais tellement sur le bout des doigts que... Ça joue sur le pilote, tu joues sur le pilote automatique un peu. Ouais, quand je joue avec quelqu'un qui le connaît pas autant que moi on dit que je trouve les games longues. Ouais. Tu sais, si je le montre à quelqu'un qui n'a jamais joué, puis là, je joue ma main, puis là, c'est à lui de jouer, puis je suis comme, voyons, c'est sûr que c'est ça qu'il faut que tu achètes dans ta main, ouais, qu'on accélère un peu, tu sais. Moi, jouer avec Pat, quand on joue si on joue un contre l'autre, ça me prend 15 minutes, je pense, une partie, là, tellement que tout, ça roule, là. C'est un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie, fait que c'est un jeu que je trouve encore très bon. Passera-t-il le test du temps? J'en suis pas certain parce que ça reste un deck building. Puis je continue à dire une des choses que j'aime le plus de ce deck building-là, c'est sa simplicité parce que c'est, à ma connaissance, encore aujourd'hui, le seul deck building qui a une ressource. Il y a du c'est power. assez rare, hein? Fait que tu fais, c'est comme si le Legendary Marvel, il y avait juste une ressource. J'achète mes cartes puis j'attaque les vilains avec la même ressource sur le plateau. Tout ce que j'attaque, ça rentre dans mon deck. J'attaque un vilain, il vient dans mon deck. Je pogne un power, ça vient dans mon deck. Je tue le super vilain, il vient dans mon deck. C'est très weird au niveau thématique. Fait que pourquoi je suis Superman qui se ramasse avec Flash dans mon deck, puis une Batmobile, Ra's al Ghul, puis j'ai une Batmobile avec, tu sais, c'est super étrange thématiquement, j'ai des lieux qui vont rester devant moi, mais sa mécanique est très simple, j'ai 5 cartes, j'y joue, ça me donne du power, avec le power j'achète des cartes, il y a une pile de super vilains, quand la pile est finie, ben, on regarde nos decks de cartes, celui qui a le plus de points de victoire dans son deck de cartes l'emporte, là. C'est hyper classique, c'est pas tellement longtemps après Dominion que ça a sorti, fait que c'est dans le genre à l'époque de Ascension, puis Thunderstone qui avait des idées similaires là-dedans. Fait que c'est super, super bon. Puis ils ont sorti plein d'extensions, 1 milliard. Puis il y a peut-être ça aussi qui fait que je chuterais un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une extension qui m'intéresse. Là, parce que moi, Batman Metal, puis Batman Left. Batman Ninja. Je suis là, quand t'es rendu dans l'obscur de l'obscur de DC, ça commence à être weird les cartes qu'il y a là-dedans. Mais j'ai quand même les 4 premières boîtes de base avec les extensions qui ont suivi ces 4 premières boîtes-là, parce qu'ils ont toute une extension qui permet de transformer le jeu en coopératif. Puis les 2 premiers modes coopératifs sont pas super bons, mais le 3e et le 4e sont très bons. J'ai presque toutes les rivals. Là. Il y a un mode pour jouer vraiment 1 contre 1 ou 2 contre 2. Cool. Les versions duel sont très bonnes. J'ai un bon souvenir d'avoir gagné un tournoi de DC Deck Building Game à Gen Con. De confrontation en 2 contre 2, justement avec Pat contre 2 autres personnes qui malheureusement n'ont jamais su ce qui leur est arrivé. Ça a pas, ils n'ont pas aimé leur game, je te dis ça. Mais parce qu'ils étaient avec 2 cracks qui connaissaient toutes les cartes par cœur. C'était pas le fun pour eux autres. Mais c'est vraiment un très bon deck building. C'est un deck building simple. La boîte de base, encore aujourd'hui, n'est pas super chère. C'est relativement facile à trouver. Quand tu achètes une boîte de base, une quarantaine, 50 de dollars, tu as beaucoup de cartes. Il a même été traduit en français. Je sais que tu as une coupe de. Au moins la boîte de base, la première, minimalement, a été traduite en français, mais il me semble qu'il y en a quelques-unes. Puis quelques rivals aussi qui ont été traduits. Fait que très bon deck building. C'est juste que j'ai tellement joué. Il est encore super bon, mais j'ai tellement joué que là, j'aurais besoin qu'il se renouvelle avec quelque chose d'intéressant, là, pas avec la version dark de je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis les gens aussi, mine de rien, je sais pas à quel point les gens vont comprendre ce que je veux dire, mais à part si on joue coop, le monde, ils veulent plus jouer contre moi. C'est pas le fun. Je les comprends. Ouais, parce que c'est un deck building que tu connais les cartes par cœur, qui quand il est compétitif, là, tu veux prendre le temps de lire les cartes. Je regarde les images, je fais comme OK, je prends celle-là. Puis à la seconde que j'ai acheté ma première carte, je sais où je veux m'enligner dans ma game. Fait que je le connais trop. Fait que pour cette raison-là, il tombe en 59e place, mais ça reste excellent. Quand même.
Mon 59e il ressemble beaucoup à mon dernier jeu que j'ai parlé. C'est OK. aussi un gros jeu de déduction logique. Fait que là, j'hésitais beaucoup à les mettre ensemble Collé comme tant que ça. ou les mettre collés en disant OK, ils sont vraiment proches, je les aime beaucoup les deux, mais OK. j'aime un peu plus la thématique dans celui-là. Fait que c'est à la recherche de la planète X. Ah. Donc, on a une thématique d'astronomie. Déjà, ça me parle quand même un peu plus. Ouais. C'est un peu le même principe, sauf que celui-là, il faut le jouer avec une application. Ouais. Ce qui va quand même empêcher beaucoup les erreurs humaines dans ce genre de jeu-là. Comme on disait à Cryptid tantôt, que ça peut arriver. Mais avec lui, ça n'arrivera pas parce que tout va être géré par une application. Puis ce qui est le fun, c'est que l'application n'est pas obligée d'être sur un appareil puis qu'on se prête l'appareil. On peut chacun l'avoir sur notre Ouais. propre appareil. En fait, ça va même mieux comme ça. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est ça, parce qu'on va générer un code de partie. Puis après ça, avec ce code-là, ben on va tout le monde joindre la partie sur notre application. Fait comme ça, on va pouvoir voir nos affaires, puis nos hypothèses, puis les indices qu'on est allé chercher, puis tout ça. C'est un jeu avec une espèce de piste de temps. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une action, on va avancer sur la piste de temps. Puis c'est tout le temps le joueur le moins avancé de la piste de temps qui va jouer son tour de jeu. Fait un peu comme Patchwork. Fait que tu pourrais jouer 2 ou 3 tours de jeu si jamais tu fais des actions qui coûtent vraiment pas cher. En gros, il y a 4 actions. Fait que c'est pas super complexe. On a une action pour aller chercher ce qu'on appelle des recherches. Donc faire de la recherche, c'est aller chercher des indices. Des indices logiques qui s'appliquent à la partie seulement. Parce que dans le fond, le but du jeu, comme le titre du jeu l'indique, on cherche la planète X, mais on cherche pas juste ça dans le jeu. On cherche aussi à identifier, dans le fond, les objets célestes qui se trouvent dans chacun des 12 ou 16 secteurs, si jamais on joue à la version hard. Donc, chacun des 12 secteurs dans la partie normale, on cherche à savoir c'est quoi l'objet céleste. Est-ce que c'est un astéroïde, une comète, une planète naine, une nébuleuse de gaz, sur la planète X, y a-tu rien dans ce secteur-là? Fait qu'on essaie de trouver ce qu'il y a dans chacun des secteurs, puis tout ce que tu réussis à trouver dans la game va te donner des points. La planète X va donner plus de points parce que c'est l'objet ultime un peu à découvrir, et puis c'est aussi ça qui va déclencher la fin de la partie quand on va le trouver, mais c'est pas juste ça le jeu. Fait qu'on peut aller chercher un indice logique qui va nous dire peut-être que dans ce game-là, il n'y a pas de météorites qui sont vis-à-vis une de l'autre du plateau, vis-à-vis une en face de l'autre dans le plateau. Fait que là, ok. Fait que s'il y a une météorite là, ben, il peut pas en avoir une en face. Fait que ça va me donner cet indice-là logique pour la partie. Mais de base, chaque objet céleste va avoir ses propres règles à lui aussi qu'on va appliquer en plus de ça. Fait qu'on peut faire ça. On peut faire une action 2 fois dans la partie qui va nous permettre d'aller identifier directement ce qu'il y a dans un secteur. Fait que si on a juste accès 2 fois à cette planète-là. On peut aller scanner. Fait qu'on va choisir un certain nombre de secteurs, puis on va demander à l'application combien qu'il y a de comètes dans les secteurs 3 à 8. Là. Fait que plus on fait une recherche qui est grande, moins l'action va nous coûter de temps. Plus on fait une recherche qui est sur quelques secteurs, plus ça nous demande de temps parce que c'est plus précis comme information. Puis on va aussi avancer en faisant nos actions. Puis à certains moments dans la partie, quand on avance sur la piste de temps, on va avoir des phases où on va devoir donner nos hypothèses. Donc on va aller placer des jetons devant un secteur caché. Puis on va dire, moi je pense que dans le secteur 12, c'est une planète naine. Puis que là, je vais mettre un jeton de planète naine. Puis l'autre joueur va mettre un autre jeton ailleurs. Puis ces jetons-là vont avancer dans la partie. Puis éventuellement, ils vont être retournés. Donc les hypothèses pourront être validées ou refusées. En validant dans l'application, il va nous dire si c'était vraiment la bonne affaire. Fait qu'éventuellement, il y a des informations qui vont augmenter pendant la partie, mais aussi il y a des choses qui vont être validées pendant la partie. Puis là, à un moment donné, en validant quelque chose, ben là, ça va aussi donner que cette information-là, qu'il y a vraiment une planète naine dans ce secteur-là. Fait que là, ça veut dire qu'à côté, ça peut pas être ça, puis telle affaire, puis là, le lien avec telle autre information que j'ai. Fait que tu vas essayer de faire des déductions logiques pour trouver qu'est-ce qu'il y a dans chacun des secteurs. C'est super le fun. La feuille est super bien faite avec les cadrans. Puis le fait qu'elle se met selon ton orientation par rapport au jeu, ça aussi, c'était bien pensé. Parce qu'on s'assoit des 4 côtés du plateau.
Puis on a des feuilles, dépendamment de quel côté on est assis, pour que le cadran du plateau fit avec le cadran de notre feuille. Fait que tu ne mélangeras pas. Fait que ça, c'est super bien pensé. Tu as un petit aide de jeu avec un paravent pour cacher tes informations puis tes jetons d'hypothèse. L'application est super friendly. Elle n'est pas invasive, même si c'est nécessaire. Pour vrai, elle simplifie beaucoup le jeu puis elle enlève aussi le potentiel d'erreur humaine. Donc, beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. C'est aussi satisfaisant que Turing Machine, comme je disais. Ce que j'aime peut-être un peu plus, c'est le côté astronomie, le thème du jeu qui est quand même intéressant pour moi. Puis le fait qu'il y ait l'application, je trouve ça le fun aussi pour ce genre de jeu-là. Fait que, à la recherche de la planète X, c'est mon numéro 59. Super. J'arrive à mon numéro 58, qui est le jeu qui me fait découvrir une compagnie que j'aime beaucoup qui s'appelle Roxley Games. C'est un jeu de 2015, un deck building sur une planète où on va miner du stock. C'est le jeu Super Motherload. Oui, c'est le titre de jeu le plus louche là, qui existe. Là. Ouais, il y en a d'autres, là, mais en même temps, c'est comme... Ça veut dire quoi, Super Motherload? Donc, Super Motherload, c'est un deck building qui me fait penser beaucoup à un jeu vidéo que j'ai joué énormément dans mon enfance qui, si ma mémoire est bonne, s'appelait Dig Dog. Ouais. Où, grosso modo, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir la surface d'une planète. Je me rappelle plus si on est sur Mars, mais en tout cas, on est sur une planète. Puis, on a une espèce de pilote de drill. Machine, de drill qui permet de miner sur cette planète. C'est ça, la Super Motherload, c'est la drill. Oh, oui, c'est ça. Puis, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va jouer des cartes, puis les cartes qu'on va jouer vont nous permettre de créer diverses combinaisons qui vont faire qu'on va aller creuser. Fait qu'on va aller prendre des jetons de creuse, fait qu'un L, un T, une ligne, juste une petite case, selon les cartes qu'on a jouées, puis on va aller les placer où on veut sur ce plateau-là. Puis on va commencer à creuser. Puis à partir du moment qu'il y a un tunnel qui est creusé, ben là, ce qu'on doit faire, c'est soit on repart de la surface, soit on part d'un trou qui est déjà là quelque part, puis on continue à creuser là. Si on part sur des minerais, on ramasse ces minerais-là qui valent des sommes d'argent, puis on peut passer sur différents types de bonus, des points de victoire, des jetons cachés qui vont nous donner un bonus quand on va le révéler. Ça peut donner des bons, des trucs comme ça. Donc plein de petites affaires. Puis la grosse twist que j'ai aimée et que je trouve fascinante de ce jeu-là, puis qu'à ma connaissance, je n'ai pas revu dans un autre deck building, c'est que les cartes qu'on achète qui vont rentrer dans son deck, parce que comme tout bon deck building, je vais jouer des cartes, à la fin de mon tour, je repige des cartes, quand mon deck est vide, ben je défausse, je brasse ma défausse, puis je repige, puis je continue à piger pour faire ma main, puis si ma mémoire est bonne, tu joues juste avec 4 cartes dans ton deck, dans ta main, non pas 5 ou 6 comme d'autres deck building. Mais lui, sa grosse twist, c'est qu'à chaque fois que tu ramasses des minerais, les minerais vont valoir de l'argent. Puis j'ai 4 piles de pilotes que je peux acheter pour rajouter dans mon deck qui correspondent aux 4 couleurs principales du jeu. Je ne tomberai pas dans le détail des couleurs, mais ils ont toutes des affaires particulières. Puis ces 4 piles-là, ben, ils m'appartiennent à moi. C'est mes 4 piles de pilotes que je vais pouvoir améliorer. Et quand je fais, disons, 10$ parce que j'ai ramassé deux jetons de 1, un jeton de 3 puis un jeton de 5 dans mon tour, mais je vais aller distribuer ces jetons-là sur mes différentes piles. Je peux tous les mettre sur la même pile ou je peux les mettre sur différentes piles. L'idée étant que la première carte de la pile va me coûter, si ma mémoire est bonne, c'est 5$, la deuxième c'est 15, la deuxième c'est 10, la troisième c'est 15, la quatrième c'est 20, dans la même pile. Puis chaque pile va avoir une espèce de thématique. Là, mettons, la pile des bleus, elle va être meilleure pour faire tel truc, tandis que la pile des jaune, elle va être meilleure pour faire tel autre aspect, puis l'autre pile va me donner des bombes, puis l'autre pile. Puis chaque carte que j'achète me donne un bonus instantané, puis va se mettre dans mon deck, qui va me donner un autre bonus quand je vais la piger, elle va être plus forte pour faire tel truc. Et parce que dans le fond, c'est plus je joue des cartes de la même couleur, plus je vais être capable de créer des gros morceaux de creuse, là, si je peux l'exprimer ainsi. Des tuiles de trou. Des tuiles de trou. Fait que il y a une mécanique vraiment weird de dire, des fois, tu fais un tour méga, tu dis, OK, parce que si je récolte un 10$, mettons, d'une shot, c'est un jeton, il se sépare pas, ce jeton-là. Faut que je le mette sur une pile, Faut que je le mette sur une pile. Mais là, si mon 15$, mon pilote à 15$, j'avais déjà 13 sur 15 demi, mais là, je vais pas mettre mon 10 là, je perds un 8$ parce que je commence pas l'autre en dessous. Fait que d'abord, je vais mettre mon 10 sur l'autre pile de 15 qui n'est pas encore commencé. Mais là, ce que ça peut faire, c'est qu'au prochain tour, je fais un 3 puis un 5. OK, ben là, je vais débloquer les deux en même temps. Ça va me donner un bonus. Les deux, je les ajoute. Je vais les avoir rapidement. Fait que c'est vraiment cool comment ils ont fait ton système de deck building qui, au lieu d'être un deck building que, bon, j'ai 5$, fait que j'achète cette carte-là, je la mets. Tu bâtis graduellement les cartes que tu vas acheter.
Tu ne l'achètes pas tout de suite, puis l'argent que tu mets sur un pilote que tu vas acheter plus tard, tu la laisses là, de tour en tour. Puis quand tu finis par atteindre le montant que tu as besoin, là, tu prends cette carte-là et tu l'ajoutes à ta main. Fait que c'est vraiment intéressant comment ils ont construit l'aspect deck building. Puis j'aime beaucoup le fait que tu descendes, parce qu'il n'y a jamais plus que 2 plateaux sur la table. Fait que quand on arrive dans le bas, on commence avec notre plateau de surface. En dessous, il y a notre premier plateau de creuse. Quand on arrive à la fin de ce plateau-là, puis qu'on s'enligne pour creuser plus profond, ben, on enlève le plateau de surface, on monte celui-là, puis on creuse en dessous, puis on continue. Puis selon le nombre de joueurs, on va avoir 3 ou 4 étages qu'on va descendre comme ça, puis on va être de plus en plus creux, puis on se doute que plus on est creux, plus les minerais valent cher, fait que ça nous permet de débloquer des pilotes plus puissants, puis on va chercher des cartes d'objectifs qu'on va atteindre, puis qu'on va tenter de marquer des points de victoire. C'est vraiment sharp comme deck building. Comme plusieurs des autres jeux, c'est la 12e fois que je le dis, puis sur au moins 50 fois que je vais le dire. Si j'avais joué plus dans les dernières années, peut-être qu'il serait mieux positionné, parce que la dernière fois, il était 19e, il était super bien placé. Wow. Mais j'avais joué beaucoup. Tu sais, la dernière fois, on était en 2018, puis il est sorti en 2015. Moi, je l'ai eu en 2016, fait que j'ai joué énormément en 2016, 2017, 2018. Là, j'ai un petit peu moins joué. Puis je cacherai pas que j'ai vraiment joué beaucoup à ce jeu-là. Il est encore super bon, puis je dirais jamais non une game, mais il y aurait besoin d'une petite extension. Là. J'ai fait le tour de toutes les cartes, toutes les mécaniques que tu peux avoir dans ton jeu de base. Il reste très, très bon, puis je ne rechignerai jamais à jouer, puis je vais pouvoir le garder éternellement. Mais une extension qui n'arrivera jamais, ça y ferait un petit peu de bien. Ouais, je pense que c'était un des premiers jeux de Roxley. Je pense que c'est leur premier. Je pense que oui. Okay, moi, c'est comme ça que j'ai connu. Parce que 2015, on commence à pas loin de 10 ans. Là, ça fait 8 ans que c'est sorti. Je l'ai encore, moi aussi. Si je l'ai. Tu as fait une vidéo il n'y a pas super longtemps. Je pense que je l'ai acheté genre en 2020. Oh, oui, c'est un très bon jeu. Puis il a super bien vieilli, je trouve. Puis comme je l'ai dit, cette mécanique-là de deck building, j'ai pas vu ça souvent d'acheter graduellement tes cartes au lieu de les acheter d'un coup. Puis de pouvoir bâtir tes différentes piles d'achat pour en acheter 3, des fois 4. Ben, peut-être pas 4, mais mettons 2, des fois 3 dans le même tour. Ouais. C'est intéressant. Donc, 58 Super Motherload. OK. Mon numéro 58, c'est un jeu qui était en 45e position dans mon top 100 précédent, vu qu'il a descendu un petit peu, mais c'est rien de dramatique. C'est un jeu de Bruno Catala qui s'appelle Five Tribes. Okay. C'est un des meilleurs jeux de Bruno Catala encore à ce jour pour moi. Là. Même la quantité de jeux astronomiques qui peut sortir depuis ce temps-là, mais... c'est fascinant. C'est assez bon, Five Tribes, pour vrai. C'est quand même original. C'est un jeu qui a la mécanique du Mancala. Là. Donc, on va déplacer une pile de meeples, donc une pile de jetons. Puis, on va la faire voyager. Puis, à chaque case qu'on voyage, on va l'en laisser tomber un. Puis, où on va laisser tomber le dernier, ben, c'est là qu'on va faire l'action qui va être associée à la couleur du dernier meeple. Donc, l'action de sa tribu. Donc, il y a 5 tribus, 5 couleurs. Et on va aussi pouvoir faire l'action de la tuile où on le laisse tomber. Fait qu'il y a quand même, c'est un jeu qui a quand même pas mal d'analyse possible et de paralysie d'analyse possible. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Puis c'est le genre de jeu qu'il y a plus de possibilités au début de la game qu'à la fin de la game. Ouais, étrangement. Parce que la game commence puis qu'il y a des meeples sur toutes les tuiles. Puis là, plus on joue, ben là, on va en déplacer, on va en enlever pour activer. Parce que quand tu actives ta tuile, tu vas enlever toutes les meeples de cette couleur-là. Mais plus il y en a de la couleur, plus ton action va être forte. Fait qu'on va essayer de les regrouper. Puis là, on va enlever des meeples au fur et à mesure. Fait que là, plus la game avance, moins il y a de coups possibles. Parce que le plateau se vide tranquillement de mi-part, mais il se remplit de plein d'autres affaires, parce qu'il y a certains effets de tuiles qui vont te permettre de construire des palais, mettre des oasis, des trucs qui vont nous donner des points, d'aller au marché acheter des cartes pour essayer de faire du set collecting, essayer d'avoir des bonus de points. Tu peux essayer d'aller acheter des djinns, donc des génies, qui vont te donner des pouvoirs, qui sont quand même assez forts. Tu vas essayer de faire des points avec toutes ces possibilités-là, en fait. C'est un jeu qu'on va miser à chaque ronde, on va miser pour l'initiative aussi. Fait que là, on va faire une enchère avec nos points. Fait que, tu sais, est-ce que je mise beaucoup de points pour être premier parce que je veux vraiment aller faire le coup qui est là, que tout le monde voit, puis qui est intéressant, ou je m'en fous, je garde mes points, mais je vais agir deuxième ou troisième ce tour-là dans l'ordre d'initiative. Fait que tu as toujours cette décision-là aussi à prendre à l'intérieur du jeu qui est intéressante. C'est un jeu de Days of Wonder, donc c'est une production vraiment spectaculaire. Très, très cher.
tous des jetons de bois, tous les bâtiments, les chameaux, les oasis, tous des gros jetons de bois, les meeples que t'en as plein aussi. Les illustrations, tout est beau dans ce jeu-là aussi. Donc, t'as un insert pour tout ranger. Rien à dire pour la production. Ça a quand même bien vieilli pour un jeu de 2014. C'est encore un jeu que je suis pas gêné de sortir aujourd'hui. Puis de montrer à des gens. C'est un jeu qui a une petite coche un peu plus stratégique que le créneau de Days of Wonder. Je dirais que c'est peut-être dans leur plus compliqué ou leur plus compliqué au niveau des règles, au niveau de la stratégie. Mais ça se pogne quand même bien. Là. Des joueurs qui ont joué à quelques jeux familiaux puis tu veux les faire monter d'un cran, là, tu pourrais y aller avec Five Tribes. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Il n'y a pas nécessairement une tonne de règles, mais il y a beaucoup de possibilités. Fait que tu as beaucoup de choses à analyser de ce que tu peux faire à ton tour. Malheureusement, c'est pas un jeu que tu peux tant planifier ton tour d'avance parce que si tu joues à 4, le board il bouge tout le temps là, entre chaque joueur. Fait que t'es comme. Moi, j'ai joué une fois, puis c'est ça que j'avais trouvé difficile de ce jeu-là. On dirait que c'est le genre de jeu qui me paralyse la tête. Parce que surtout au début de la partie, t'es là. C'est 5 jetons, je pense, qu'il y a par case au début. 3, je pense. 3. Mais tu sais, c'est OK, je prends ces 3-là, j'en drop un là. Fait que ça me permet d'avoir le jeton rouge sur telle case qui fait ça fait tel combo d'affaires. Mais là, si je pars de telle autre case, puis je m'en vais là, c'est le jeton bleu sur l'autre case. Ah! Puis, comme tu dis, le fait que si tu joues une partie à 3-4, ben, tout le monde manipule le plateau. Fait que quand j'arrive à mon tour, il n'y a plus aucun jeton qui est à la même place à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que, ça reste très bon, très très bon. Mais il est plus sujet à la paralysie d'analyse que oui, vraiment. Puis c'est un jeu qui a eu 2 extensions qui sont quand même intéressantes. Puis il était longtemps non disponible. Les extensions sont revenues disponibles il y a peut-être 2-3 ans. Fait qu'ils sont retrouvables aujourd'hui si vous fouillez un peu. Fait que ça rajoute une autre petite couche de profondeur qui peut être intéressante à un jeu stratégique bien sympathique. Puis je pense qu'il a bien vieilli au travers des années. Fait que Five Tribes, même si tu as perdu quelques rangs, est encore en bonne position sur ma liste. Donc, mon numéro 58 cette fois-ci. Très bon choix. J'arrive donc à mon numéro 57, qui est une énorme bête. Beaucoup plus que ma dernière sélection. C'est un jeu de Nemesis Games qui s'appelle Uprising, The Curse of the Last Emperor, qui est, ne serait-ce que parce qu'il fonctionne, c'est déjà exceptionnel dans la mesure où c'est un jeu, les bons vieux jeux de 4X, donc Exploration, Exterminate, Exploit, Expand, où tu vas choisir une faction. On va commencer dans l'espèce d'univers post-apocalyptique, poignée de glace, il y a des factions fantastiques qui s'affrontent pour prendre le contrôle d'un empire vieillissant qui voulait tout péter sur la terre. Il y a des morts vivants là-dedans aussi. Ben oui. Fait que tu as une faction, tu essaies de repousser tout ce monde-là, de prendre ton spot, tu développes des unités, tu bâtis des villes, tu t'étends, tu t'explores autour de toi, tout ça. Puis, mais il y a la grosse, énorme twist d'être coopératif, ce qui est très rare dans les jeux de type 4X. Je suis pas sûr que j'en connais un autre. Et qui fonctionne. Fait que lui, sa mécanique, c'est que disons qu'on joue une partie à 3, ben les 3 joueurs vont avoir nos factions. On va se placer en quelque sorte en triangle les uns par rapport aux. Il y a l'Empire vieillissant qui est dans le milieu du plateau, commence avec ses forteresses dans le milieu, puis tout ça, puis lui essaie de garder son contrôle. Nous, on est des espèces de nouvelles tribus rebelles qui voulons combattre ce vieil empire maléfique. Là. Pense Star Wars, les rebelles contre l'Empire, mais dans un autre univers. Puis parallèlement à ça, il y a les hordes du chaos, qui sont des espèces de monstres morts vivants avec des zombies, puis plein de bébites, qui arrivent par la périphérie du plateau, puis qui essaient eux aussi de venir combattre l'Empire. Fait que lui, ce qu'on va faire, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un 4X. Fait qu'on va explorer les tuiles, on va développer des nouvelles unités, on va développer, pas des techs, mais des pouvoirs par rapport aux leaders qu'on va avoir. On va avoir des quêtes qu'on peut aller faire qui sont représentées par des cartes. Que si on envoie notre leader à certains lieux pour aller accomplir cette quête-là, on a un marché avec des équipements qu'on peut acheter pour notre leader et nos troupes, etc. Chaque zone qu'on contrôle va nous donner des ressources dans une phase de ressources qui est à tous les tours de jeu, qui va nous permettre de déployer, d'engager de nouvelles unités. Il y a juste 4 tours à l'intérieur du jeu.
Donc, on se doute que c'est des tours quand même assez costauds, par contre. Là. La phase de prise d'action est super bien faite. Des espèces de cristaux qu'on va dépenser pour entreprendre nos différentes actions. On a 8 actions par tour de jeu. Chaque action pouvant être un déplacement, un déploiement d'unité, une attaque, accomplir une quête, etc. Puis la twist, c'est qu'à la fin de chaque tour des jeux, selon les territoires qu'on contrôle, selon les ennemis qu'on a éliminés, selon les factions que les ennemis contrôlent, pas les factions mais les zones que les ennemis contrôlent, etc., chaque faction va marquer un certain nombre de points de victoire à tous les tours de jeu. Puis l'idée, c'est qu'à la fin du 4e tour de jeu, il faut que chaque joueur individuellement soit plus haut que les 2 factions ennemies. Fait qu'il faut que le pire des joueurs soit plus haut que la Horde et soit plus haut que l'Empire pour qu'on gagne la partie collectivement. Si l'une des 2 factions ennemies bat un des joueurs, peu importe lequel, on a perdu la partie. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis c'est intéressant aussi que dans ta game, il y a un gros aspect stratégique que tu dois maîtriser qui sont que les 2 factions neutres ne sont pas alliées entre elles. Fait que tu peux manipuler le plateau pour qu'un monstre de la Horde se déplace à l'endroit que tu veux, puis toi, tu te retires pour qu'à place, il attaque les troupes de l'Empire, puis qu'ils s'entretuent entre eux autres pendant qu'on essaie de s'installer ailleurs. Tu peux faire ça. Tu vois que le plateau, il n'est pas si grand que ça, fait que tu es dans la face des ennemis quand même pas mal tout le temps et assez rapidement. Le matériel est superbe, puis ils ont été dans une direction différente qu'au lieu d'avoir plein de figurines de plastique, ils ont des espèces de standees en acrylique vraiment très bien réussi, sur lesquels les caractéristiques militaires des unités sont imprimées. Fait qu'en plus, ça aide à la compréhension du jeu. Fait que vraiment un jeu qui a une production au niveau du matériel qui est vraiment très, très bien réussi. Puis, fait qu'un 4X coopératif. La seule raison qui l'empêche d'être plus haut, c'est que c'est un jeu quand même assez complexe, assez lourd au niveau des règles, qui n'est pas facile à sortir. Fait que pour cette raison-là, il ne sort pas autant que j'aimerais qu'il sorte. Ce qui le bloque. Mais ça sort quand même dans un pub ludique, dans une soirée Patreon, mettons. Ça sort quand même dans un pub ludique, dans une soirée Patreon, si on le demande. Et voilà. j'ai posé la question. Vous êtes sûr? Oui. Parfait, on sort ça. Ça rentre pas super bien sur une table de pub, par exemple. C'était tête quand même un peu. Pas mal de matériel dans ce jeu-là. Mais c'est vraiment une belle production. Il y a une extension qu'ils ont déjà faite, une 2e campagne Kickstarter, une extension qui est sortie que je vais avoir, je pense. Fait que... fait que je vais être curieux de voir qu'est-ce que ça amène de plus. Fait que très très bon jeu, Uprising, The Curse of the Last Emperor. Cool. J'ai pas essayé ça encore. Très bon. Ça lisse. Moi, mon numéro 57, c'était mon numéro 67. Donc, un autre jeu qui a progressé. Qui a gagné 10 rangs. Un jeu que j'ai joué beaucoup dans les dernières années. C'est un petit jeu de dés et de cartes qui s'appelle Space Base. Qui est d'ailleurs bien coté dans la liste de notre ami Tom Vassal, qu'on prend le temps de saluer, évidemment. Salut Tom. Salut Tom. Si je me trompe pas, c'est un jeu qui est dans son top 10. OK. Donc, Space Base, c'est un jeu d'engin de cartes, mais tu vas activer les pouvoirs de tes cartes avec des lancers de dés. Ouais. Ça peut faire penser à des jeux comme Miniville, Machikoro, là, Valeria, Le Royaume, ou dans ce style-là. Fait que c'est un jeu un peu d'engine building. Fait que tu construis un engin avec des cartes et on va activer ces dites cartes avec des lancers de dés. On va lancer les dés à chaque tour. Il va y avoir un joueur qui va être le joueur actif. Fait que lui, il va activer les cases de son plateau personnel quand il va lancer les dés. Tu vas avoir le choix entre prendre les 2 dés séparés ou la somme des 2. Puis les joueurs passifs vont faire la même décision. Là. Fait que prendre soit la somme des 2 ou les 2 dés. Mais ils vont activer les emplacements dans le haut de leur plateau, qui sont un peu moins efficaces. Surtout en début de partie, il y en a plein de places où tu n'en as pas, tu n'as rien. Là. Et après ça, tu vas pouvoir avoir une phase d'achat. Donc, quand tu es le joueur actif, tu peux acheter une carte au marché. Fait que tu vas dépenser de l'argent que tu as ramassé. Puis tu vas, dans le fond, placer la carte sur l'emplacement à laquelle elle est dédiée. Donc, l'emplacement des cartes est écrit dessus. Fait que si j'achète une carte qui va à l'emplacement numéro 7, ben, je vais la mettre sur l'emplacement 7. Mais la carte qui était à l'emplacement 7, je vais la glisser sous mon plateau. Puis maintenant, c'est la zone rouge dans le haut de cette carte-là qui va être visible. Fait que ça va, dans le fond, augmenter les effets passifs de ta carte.
Fait qu'à chaque fois on va rouler un 7 quand c'est mon tour, quand c'est pas mon tour, en fait, je vais pouvoir activer cet effet-là en haut. Fait que tu vas tranquillement acheter des cartes puis commencer à avoir des meilleurs emplacements sur ton plateau, mais aussi augmenter tes emplacements et tes pouvoirs passifs. Comme ça, tu vas pouvoir générer des ressources pendant le tour des autres. Fait que ça, c'est toujours intéressant. Ça te garde un peu engagé dans la partie. Fait qu'on a une piste d'argent, on va dépenser de l'argent pour acheter des cartes. On a une piste de revenus, si on veut. Le revenu, c'est comme le nombre d'argent minimum que tu peux avoir. Fait que si tu as 10 de revenus, ben en fait, ton tour, tu reviens à 10 d'argent. Tu ne pourras jamais tomber en bas. Fait que ça te force à te dépenser à tous les tours, comme c'est triste. Puis tu as évidemment une traque de points de victoire. Fait que le but, c'est de se rendre à 40 points pour déclencher la fin de la partie. Puis après ça, on finit la manche. Puis le joueur qui a le plus de points va l'emporter. Donc, super beau jeu. J'ai joué beaucoup de parties cette année. J'en ai joué aussi beaucoup dans les dernières années parce qu'il est sur BGA. Et que j'ai joué énormément de parties sur BGA, un peu trop même. Maintenant, j'avais un Elo de 300-400 sur BGA, qui est ta cote de performance. Là. J'étais classé un moment donné dans les 50 premiers là, mondial, mais c'est ça, j'ai trop joué pour me rendre là. Mais j'ai joué aussi la dernière extension qui était un petit aspect campagne. Que j'ai joué dans la dernière année, qui ajoutait des choses qui étaient bien, mais c'était pas nécessairement essentiel. Le jeu de base est quand même très bon par lui-même. Il y avait une autre extension campagne qui était sortie il y a quelques années qui faisait un peu le même principe, qui ajoutait comme des petits dés secondaires de bonus qui avait comme une chance sur 6 de se déclencher, mais que tu es lancé à chaque tour. Fait que ça rajoutait des petites dynamiques, mais c'est loin d'être essentiel. L'autre campagne, elle ajoutait des nouvelles cartes de scoring, parce qu'on peut acheter comme des cartes de fusée qui donnent beaucoup de points. Fait qu'elle en ajoutait avec des effets. Elle ajoutait aussi un 13e emplacement qui fonctionnait différemment. C'est des ajouts qui n'étaient pas nécessairement essentiels, mais qui étaient sympathiques. Mais le jeu de base reste quand même toujours super intéressant. Puis comme c'est un jeu qu'on joue tout le monde en même temps, mais tu sais, même si on joue à, je pense que c'est 5 le maximum, même si on joue à 5 à ce jeu-là, ça roule quand même bien. Parce que tu actives des emplacements, que tu sois joueur actif ou passif. Fait que ça roule tout le temps très bien. Puis quand ça arrive à ton tour, le fait que tu as juste une carte à acheter, tu n'as pas nécessairement tant de choses que ça à réfléchir. Fait que c'est un jeu que ça roule bien et qui est toujours le fun à jouer. Space Base, qui est rendu mon numéro 57. Donc il a gagné 10 positions. Ouais. Cool. Je me l'achète à un moment donné. Ouais, t'aimes ça les jeux? J'ai déjà joué une couple de parties, puis c'est un de mes auteurs préférés. John DeClaire. On le salue aussi. J'arrive. On salue John. On sait qu'il écoute attentivement. Ben oui. J'arrive à mon choix 56 qui est, je pense que je vais être obligé de dire que c'est un de mes genres de jeux préférés, qui est les jeux de skirmish 1 contre 1, que j'aime vraiment beaucoup. Celui-là, c'est Deuxième Guerre mondiale, une thématique vraiment sous-exploitée dans les jeux de société. C'est le jeu Company of Heroes, qui est basé sur un jeu vidéo que je ne connais pas du tout, auquel je n'ai jamais joué. Celui-là, c'est que les deux joueurs vont choisir une faction. Ça se joue à 4 aussi, mais à la base, c'est vraiment un jeu à 2. Quoi qu'à 4, j'ai déjà joué, c'est 2 contre 2, c'est très bien aussi. On va avoir une énorme map qui va représenter l'endroit où on va se battre. On va avoir un scénario. Il y a différentes façons plutôt d'installer un scénario pour varier les façons dont on va jouer une partie, mais à la base, ça reste quand même qu'on va aller se taper dessus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir une faction. Mettons, je prends les Britanniques, tu choisis ta faction, fait que t'es les Allemands ou les Japonais, etc. Ou les Russes et les Américains. Puis, on va avoir des troupes qu'on va avoir qui sont associées spécifiquement à notre faction. Fait qu'on va avoir des modèles de tanks et d'unités différentes. On va avoir une espèce de petite carte qui indique nos coûts de recrutement puis les caractéristiques des différentes unités de notre faction. Puis, l'idée, c'est qu'on va se déployer chacun dans les deux coins de la carte. On va à tous les tours de jeu, nos différentes factions, on va avoir nos différentes unités, je vais avoir des points de déplacement, des points d'attaque, etc. On va les déplacer, puis on va essayer de prendre un contrôle stratégique. Fait que chaque carte va représenter une escarmouche où il y a des différents points stratégiques qu'on va contrôler. À chaque tour qu'on réussit à contrôler ces points-là, on va marquer des points de victoire. Si je contrôle 2 des points stratégiques, je vais marquer 2 points de victoire par tour. Puis tu vas essayer de venir me les voler. Puis le premier qui se rend X points de victoire selon la longueur de partie qu'on veut va gagner la partie. Le jeu a énormément d'idées hyper brillantes. Toutes les caractéristiques de mes unités sont représentées par des dés. Les tanks puis les unités sont sur des espèces de bases plastiques transparentes où il y a de la place pour mettre ces dés-là. Fait que quand je vais déplacer mon tank, il va arriver avec ses cubes d'attaque, ses cubes de déplacement, ses cubes de dégâts, ses dés de caractéristiques, tout
tout en même temps sur la même petite plaquette, ce qui fait que le jeu est visuellement très facile à suivre. Les mécaniques de combat sont également très intéressantes parce que dans le fond, quand je vais faire un jet d'attaque avec l'infanterie qui attaque un tank, ben, il faut qu'elle roule des dés spécifiques, des phases de dés qui sont spécifiques pour le rouler. Puis cette infanterie-là, peut-être qu'elle les a juste pas, ces dés-là, pour pouvoir faire des dégâts. Fait que l'infanterie ne pourra pas faire de dégâts à un tank, alors que le tank n'est pas si efficace que ça contre l'infanterie, mais va être très efficace contre les jeeps, par exemple. Il va faire des dégâts beaucoup plus facilement. Fait que tu as une espèce de petit tableau de qui est efficace contre qui pour faire tel type de dégâts. Les tireurs de mortier, par exemple, sont super efficaces contre les tanks pour des raisons évidentes, mais si j'ai une troupe de gars avec des mitraillettes qui viennent ramasser mes tireurs de mortier, ils vont leur faire des dégâts sur tout un temps. Il y a des ponts à protéger, des bâtiments dans lesquels on peut rentrer et qu'on peut installer, puis je peux avoir mes tanks qui se mettent à tirer juste sur le bâtiment pour y faire des dégâts, pour faire cracher ceux qui sont à l'intérieur du bâtiment. Il y a plein de belles règles de stratégie militaire. Il y a beaucoup de maps différentes qui sont offertes avec le jeu de base, le jeu de base qui est tout en été très difficile à trouver présentement. Mais il y a beaucoup de maps qui sont offertes qui permettent d'avoir des règles différentes puis des situations différentes. Il y a une map de glace que j'aime beaucoup où on se bat sur des lacs, puis etc. Puis tu peux littéralement tirer le lac pour faire couler les tanks en tentant de faire des dégâts à l'environnement pour affecter ceux qui sont en train d'interagir avec ce dit environnement. C'est un super jeu de skirmish de type capture the flag, là, en quelque sorte. Fait qu'on va aller chercher certains terrains, garder le contrôle de ces terrains-là suffisamment longtemps pour marquer le nombre de points de victoire que ça prend. Fait que c'est vraiment, si t'aimes les jeux de skirmish, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bijou. Avec des règles assez simples à apprendre aussi. Il n'y a pas beaucoup de règles. Puis tu as beaucoup de factions. Puis même à l'intérieur de la même faction, j'ai les Américains, j'ai 4, 5, 6 caporal, général, je ne sais pas trop comment s'appelle le leader de la troupe que tu as, qui va amener différents bonus, différentes caractéristiques. Tu peux dépenser de l'expérience pour améliorer tes unités en cours de route. Chaque unité sur le plateau peut s'améliorer de façon individuelle grâce à de l'expérience. Fait que ma petite troupe de mitraillettes qui est planquée dans un coin à fort au-dessus du monde, elle va monter de niveau puis elle va gagner de nouvelles habiletés. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Fait que, Company Heroes. Super. Mon numéro 56, en fait, mes 3 prochaines entrées, c'est 3 nouvelles entrées, mais c'est 3 dungeon crawl. Fait que on va rester un peu dans le même créneau, là. Puis le fait qu'ils sont proches, ben, ça montre un peu qu'ils sont un peu aussi bons les uns que les autres. Mais... Donc, 56, j'ai mis Le Seigneur des Anneaux. Voyage en Terre du Milieu, sorti en 2019. Un jeu qui avait quand même eu un pas pire hype quand ils l'ont annoncé, parce que ça faisait longtemps qu'FFG avait pas sorti un nouveau jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ils avaient le jeu de cartes qui roulait depuis quand même pas mal d'années, mais là, quand ils ont annoncé lui, comme le monde a fait « Ok, un dungeon crawl dans le Seigneur des Anneaux », là, ok, ça vient attirer l'attention de beaucoup de monde. C'était aussi ambitieux parce que c'est un jeu qui se joue uniquement avec une application. Donc, tu es obligé d'avoir l'application pour y jouer. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu de campagne. Donc, on va incarner des personnages dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Il y en a quand même plusieurs dans la boîte de base. Ils ont sorti depuis le temps quelques extensions avec d'autres personnages, d'autres affaires, d'autres campagnes aussi. Il y en a 2 qui sont sortis, 2 extensions de campagne. Tu vas faire plusieurs scénarios. Tu vas faire progresser tes personnages. Tu vas gagner des équipements. Tu vas faire progresser tes équipements. Tes équipements vont gagner des niveaux avec la progression de la campagne aussi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et le fonctionnement du jeu, c'est un jeu qui est différent de tous les autres Dungeon Crawl. Il n'y a pas de dés. Donc, il n'y a pas de jet de dés. Il y a quand même une bonne part de hasard parce que c'est des jets de compétences qui vont se faire en retournant un certain nombre de cartes de ton deck. Donc, chaque personnage a un deck de cartes. Tes cartes ont deux façons d'être utilisées. Donc, tu pourrais jouer une carte pour utiliser son texte, son habileté en tant que tel. Ou tu peux, quand tu fais des tests de compétences ou des tests de combat, dans le fond, on flippe un certain nombre de cartes de ton deck. Puis là, on va regarder juste les icônes de cette carte-là, son texte, on s'en fout. Hein. Fait que c'est ça un peu la mécanique principale du jeu. Tu vas avoir 2 sortes de symboles, des symboles de succès que tu veux évidemment avoir. Puis tu as des symboles avec des feuilles
que tu peux transformer en succès en dépensant l'énergie de ton personnage, là, la fatigue de ton personnage. Là. Fait que tu vas te dépenser pour que ça devienne aussi des succès. Puis là, quand tu fais des tests de la compétence, ben, des fois, le nombre de succès que tu as besoin d'obtenir va être connu, mais des fois, il est inconnu en disant, l'application va te dire, ben, fais un test de force. Si ton personnage a 4 de force, ben, tu flippes les 4 premières cartes de ton deck, tu regardes le nombre de succès que tu as, tu regardes les succès que tu as, tu regardes si tu transformes les symboles de feuilles en succès, puis après, tu rentres dans l'application, ben, j'ai eu 4 succès à ce test-là, ou j'ai eu 3 succès. Puis là, l'application va te dire qu'est-ce qui se passe par la suite. Fait que tu as tout le temps ce petit côté-là, un peu de prise de risque, de ouais, ce jet-là, il est important? Est-ce que je commets mes ressources, mes habiletés pour justement augmenter mon nombre de succès? Ou ce jet-là, ok, ben j'aurai 2 succès, c'est pas grave si j'ai pas un si bon taux de réussite puis que j'ai pas le meilleur effet possible parce que je pense que ce test-là, c'est plus une quête secondaire ou une affaire qui n'est pas tant importante dans le scénario. Fait que c'est un peu à toi de juger selon la situation si tu te commets beaucoup à ce test-là ou pas. Fait que c'était un système qui est un peu différent de ce qui se fait habituellement. Puis dans le fond, quand tu vas augmenter de niveau, tu vas gagner de l'expérience. En fait, en augmentant les scénarios, tu gagnes de l'expérience. L'expérience va te servir à acheter des nouvelles cartes que tu vas aller mettre dans ton deck. Et chaque personnage a accès à ses améliorations à lui. Donc, c'est pas un deck général d'amélioration. Si tu joues Aragorn, mais tu vas acheter des cartes d'Aragorn que tu vas ajouter dans ton deck qui sont plus fortes, qui vont avoir plus d'icônes de symboles, qui vont avoir des nouvelles habiletés et tout ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Il y a 6 personnages dans la boîte de base, puis il y en a 6 dans chacune des extensions. Oui, c'est ça. Ils ont pas mal d'extensions qui existent, eux autres aussi, déjà. C'est ça. T'as différents monstres, évidemment, qui se rajoutent dans les extensions. Dans la deuxième, t'as justement des méga boss. T'as genre le Balrog, l'espèce d'araignée géante aussi, classique du Seigneur des Anneaux. Fait que t'as vraiment des moments cool. Dans la deuxième, tu peux même jouer... dans la première extension, plutôt, tu peux jouer Gandalf, qui est un des personnages jouables. Fait que des beaux moments avec ce système-là, des belles parties. L'application est facile à utiliser, elle gère aussi beaucoup les ennemis, fait que t'as pas à faire des lancers de dés ou quoi que ce soit, à gérer des decks de cartes pour les ennemis. L'application va te dire tel ennemi, ben là si t'as quelqu'un, il fait tant de dégâts, puis là tu vas pouvoir faire ton jet de défense en flippant encore une fois des cartes pour pouvoir te défendre puis enlever des succès pour son attaque. Donc, super sympathique, un bel univers encore une fois qui est très riche puis qui est très le fun à découvrir. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fait la campagne de base une fois, puis j'ai fait la campagne de la première extension. Fait que j'ai fait 2 campagnes au complet de ce jeu-là que j'ai quand même beaucoup aimé. Donc, Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, mon numéro 56. Cool. J'arrive à 55, qui est aussi un jeu de campagne, comme le tien, mais moins ambitieux, je te dirais. C'est un jeu d'ailleurs qui ont annoncé une extension il y a à peu près 2 semaines. Fait que je suis content, je suis curieux de voir qu'est-ce que cette extension-là, va amener. C'est un jeu qui s'appelle Vagrant Song. Oh. Vagrant Song, c'est un jeu donc de campagne à un visuel extrêmement particulier où les joueurs sont des vagabonds qui se ramassent sur un train fantôme et qui doivent explorer ce train de wagon en wagon, tentant de délivrer les âmes perdues qu'ils rencontrent en leur redonnant leur humanité. Thématiquement, le jeu est extrêmement particulier. Il y a une espèce de visuel un peu rétro, avec un type de dessin qui est très intéressant. Lui aussi, c'est un jeu comme le jeu que j'ai nommé précédemment. Il y a deux rangs maintenant. C'est un jeu où tous les standees, c'est des espèces de standees en acrylique semi-transparent, avec vraiment un bel effet. Puis comme on voit, là, l'espèce de style rétro que je veux dire dans les personnages qu'on voit. C'est un jeu qui a une ambiance très, comment je dirais, cosy, qui est très... pas malin dans son jeu. C'est pas un jeu avec des gros monstres dégueulasses ou des extrêmement d'agressivité. Fait qu'on joue relativement zen quand on joue à ça. On avance dans les scénarios. La mécanique de base de jeu, c'est qu'on va avoir 3 actions par tour. On va avoir des jetons de sous qui représentent les actions qu'on va faire. Notre personnage va développer des nouvelles compétences en montant de nouveau et tout ça.
Mais grosso modo, peu importe les actions qu'on a, on va avoir à assigner nos 3 jetons sur les différentes actions qu'on veut faire. Puis l'idée, c'est que est-ce que je veux faire 3 actions qui sont différentes pour faire davantage de choses, ou je veux faire la même action en mettant plusieurs jetons dessus, ce qui va faire qu'elle va être plus puissante. Et là, dépendamment des actions que je vais faire, l'effet d'augmentation de puissance va être différent selon l'action que je fais. Telle action, si je mets 1, 2 ou 3 jetons, ben, ça va être le nombre de dés que je vais faire, que je vais lancer pour tenter de réussir l'action. Alors que telle autre action, peu importe le nombre de jetons que je mets, je vais lancer 2 dés, puis chaque 4 et plus sur un succès, mais chaque jeton que je mets dessus, ça va redonner un d'humanité à l'arme perdue que je vise par succès que je vais avoir. Fait que si je mets 3 jetons puis j'ai 2 succès, je redonne 6 d'humanité. Mais si je mets juste un jeton puis j'ai 3 succès, je donne juste 3 d'humanité, juste un d'humanité par succès que je vais avoir. Donc, tu as toujours des décisions intéressantes à prendre. Tu as un système très, très brillant où les objets que tu fouilles, c'est des espèces de jetons que tu piges dans un sac, puis tu peux les dépenser pour avoir différents effets. Mais quand le monstre s'active, il pige des jetons dans le même sac, puis selon les jetons de fouille qu'il trouve, ça va déterminer quelle action il va prendre. Puis tu as une espèce de tableau pour chaque vilain que tu affrontes qui détermine quelles actions il va faire selon les jetons qu'il pise. Fait que c'est un jeu super clever, super brillant. Très, très cute dans le visuel qu'il va avoir, qui te propose des belles idées intéressantes. C'est pas un jeu extrêmement profond dans les stratégies que tu vas prendre. C'est un jeu de type boss fight aussi, je ne l'ai pas précisé. Fait que c'est pas plein de monstres que tu affrontes. Chaque scénario, c'est que tu as un monstre. Tu es toujours dans les mêmes 3 wagons de train. Puis tu essaies de comprendre comment ce monstre-là va bien fonctionner pour le combattre le plus efficacement possible, puis lui redonner son humanité. Puis c'est super cute, la thématique est autour de ça, parce que comme je disais, l'action que tu utilises pour te guérir, tu te redonnes l'humanité, puis quand tu attaques le monstre, tu lui redonnes l'humanité. Fait que thématiquement, tu fais la même chose. C'est que tu veux le ramener du bon côté. Tu veux tous les sauver, ceux que tu croises. Fait que tu tues personne dans ce jeu-là. C'est très particulier. Fait que très beau visuel, très belle mécanique. Je n'ai pas encore fini la campagne. On est avancé, mais on n'a pas fini. Ce qui explique un peu son rang. Nous verrons à la fin de la campagne si c'est un jeu qui va gagner des rangs parce que la campagne est super intéressante, puis je vais la refaire, ou s'il va mourir tranquillement étant donné que la campagne sera finie. Mais là, il y a déjà une extension d'annoncer que j'anticipe déjà avec grand plaisir. Fait que mon choix numéro 55, Vagrant Song. Super. J'ai toujours la toune de Final Fantasy VI dans la tête quand je vois l'image. Ben, il y a vraiment une vibe, là. T'es avec Cyan puis Locke dans ce temps-là. Cyan puis Sabine. Sabine, oui. Fait que, mais je me rappelais clairement de Cyan. Shadow, peut-être. Ça se pourrait, je me rappelle plus. Il me semble que ça. En tout cas, ça fait trop longtemps. Mais ouais, il y a cette vibe-là, clairement, du train fantôme. Puis c'est cool comment c'est décrit parce que t'as aucune idée t'es où. Puis ça te prend beaucoup de parties avant de commencer à comprendre ce qui se passe sur ce train mystérieux-là. Puis qu'est-ce que tu fais là. Voilà. Super. Mon numéro 55, c'est un peu le grand frère du jeu que j'ai nommé précédemment. Fait que c'est le jeu qui ont sorti un peu par après. C'est Descent. La 3e édition, qui est Journey, c'est Legend of the Dark. Donc, Légende des Ténèbres, la grosse boîte bleue comme ça. Fait qu'encore une fois, c'est un autre jeu de Dungeon Crawl, c'est un autre jeu campagne, c'est un autre jeu qui joue avec application. Fait qu'il y a tout ça en commun avec Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Puis c'est vraiment, l'application, c'est la même qu'ils ont fait évoluer. Là. La gestion des ennemis fonctionne à peu près de la même façon dans les deux jeux. Fait que tu vois qu'ils ont pris le cœur d'application de Seigneur des Anneaux, puis ils l'ont emmené dans l'univers de Descent, qui est un univers qu'ils ont quand même développé depuis des années. Fait que c'est un peu la 3e édition de Descent, sans s'appeler la 3e édition de Descent, là. C'est un jeu qui amène du mobilier 3D, des plateaux en 3D même. Donc les plateaux vont avoir des paliers. On va mettre des espèces de piliers pour que ça tienne. Ça tient correct. Bien. En fait, ce qui est gossant un peu, c'est que c'est un jeu que tu progresses dans le scénario puis t'explores. Fait que tu sais, au début, on commence dans une pièce, puis là, à un moment donné, on fait de quoi? Puis là, on découvre une ou deux autres pièces. Fait que là, OK, il faut aller chercher les tuiles, placer les piliers, placer la tuile. Tu sais, on assemble les pièces au fur et à mesure. Fait que ça fait beaucoup d'interruptions dans ta game. Ouais. Des fois, ça casse un peu le beat, là, mais bon, ça fait partie de la game. Les figurines, honnêtement, je pense que c'est dans les plus belles de FFG qu'ils ont faites. Sont vraiment malades, les figurines de cette édition de Descent-là. Puis c'est un genre de plastique un peu dur. J'avais pas vu ça vraiment ailleurs. Fait que
je sais pas, le procédé qu'ils ont utilisé ou la forme de plastique est différente de ce qu'on retrouve dans les jeux de figurines d'habitude. Un peu plus rigide, mais ils sont super détaillés et sont vraiment cool. C'est un jeu qui, lui, à contraire de Seigneur des Anneaux, se gère avec des dés. Fait que là, on est dans la Méritrash assez pure et assez classique. Mais la majorité de tes attaques ou de tes défenses, tu vas lancer un dé. Fait que c'est un jeu que la majorité de tes jets de dés, tu lances un dé. Tu lances pas de batterie de dés. Puis les dés, c'est un peu ça me fait penser peut-être à le jeu que t'aimes beaucoup, Sword and Sorcery, mettons. Sword and Sorcery, ok. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est des faces de dés qui ont plusieurs icônes. Ok, ouais. Fait que tu vas pouvoir, ok, j'ai telle icône qui fait des dégâts, mais j'ai telle icône que je peux utiliser telle habilité, puis fait que là, c'est ça. Fait que c'est le genre de dés-là, mais t'en as juste un. Okay. Puis il y a comme, il y a trois sortes de dés dans le jeu. Il y a un D6, un D8, puis un D12. Ils n'ont pas la même distribution des symboles, tu sais. Fait que ça se peut que tu aies un personnage, mon personnage attaque avec le D12, puis l'autre, puis moi j'ai un personnage qui attaque avec le D8, puis que tu te défends avec le D noir, mais moi je me défends avec le D8, mais j'attaque avec le D12. Fait que ça va être différent selon les personnages. C'est un jeu qui a quand même une très bonne narration, puis une très bonne histoire, puis ce que j'ai aimé, c'est contrairement à beaucoup de jeux comme ça, puis même à Seigneur des Anneaux en fait, peu importe les personnages que tu joues à Seigneur des Anneaux, l'histoire, elle changera pas vraiment. Tu sais, que tu joues Aragorn ou que tu joues Frodon, que tu joues Legolas ou Gimli, on s'en balance, là, en fait. Là. L'histoire est pas faite en lien avec les personnages que tu joues. Alors que dans des scènes, c'est totalement le contraire qu'ils ont fait. Puis ça, c'est rare qu'ils font ça dans les jeux de Dungeon Crawl. En fait, c'est une histoire qui est centrée sur les personnages. Puis c'est un jeu qu'il y a 6 personnages dans le jeu et tu vas jouer les 6 personnages. Ouais, ça change d'une game à l'autre. Ils sont tous dans l'histoire. Des fois, il va y avoir des scénarios que tu es obligé d'emmener le magicien parce que là, on est dans l'école de magie. Il faut que lui soit là. C'est un scénario d'histoire pour le magicien. Fait qu'il faut qu'on le joue, ce scénario-là, le magicien. Puis dans l'autre scénario, on est dans une espèce de montagne où il y a un workshop de nains. Fait que là, il faut que tu emmènes l'ingénieur. Fait que c'est ça. Fait que tu as des scénarios qui vont être reliés à tous les personnages. Et ça va faire que tu vas apprendre à connaître ces personnages-là, à connaître leur histoire, à connaître leur personnalité aussi. C'est un des rares jeux où que je peux te dire, ok, ben le personnage que j'ai joué, il avait tel trait de caractère, il était impatient, puis il était un peu agressif, puis c'était un personnage trans. Oui, j'ai joué un personnage non binaire dans un jeu. C'est pour la première fois. Fait que c'est ça. Fait que puis, tu sais, il y a l'autre personnage qui est muet, puis, puis l'autre personnage, c'est la guerrière, c'est comme une noble, puis c'est elle qui va comme hériter de l'endroit où on est, fait qu'elle est plus importante un peu dans l'histoire, ce personnage-là. Fait que, tu sais, je trouve que ça a été le fun de construire l'histoire autour de ce personnage-là, puis de s'y attacher, puis d'embarquer dans l'histoire un peu à fond. Puis ça fait aussi que le fait de jouer les 6 personnages, on peut alterner, dans le fond, dans une mission, on peut juste en emmener 4 maximum dans une mission. Fait que tu peux alterner les personnages que tu emmènes selon la mission. Puis évidemment, quand c'est une mission d'histoire liée à un personnage, tu es obligé de l'amener. Fait que je trouvais ça cool que c'était relié à ça. Puis il va y avoir des décisions dans les scénarios qui vont être reliées à ce personnage-là. T'sais, si on fait un scénario du magicien, mais il va y avoir des décisions à prendre dans le scénario selon ce qui va se passer. Puis ça va comme encourager une ou l'autre de ces deux qualités ou attributs qui va avoir une saveur thématique éventuellement. Fait qu'ils ont quand même bien développé ça pour vrai. Je lève mon chapeau pour ça. Parce que c'est rare qu'on a ce sentiment-là dans un Dungeon Crawl, puis ils ont réussi à bien le faire. La finale du jeu, le boss final, il y a des affaires un peu random puis un peu chiantes. Puis le dernier scénario, il est ridiculisement trop long. Il dure genre 5-6 heures. Ridiculement trop long. C'est comme 5-6 heures. 6 heures, je pense que ça nous a pris pour perdre au scénario final. C'est comme, ok, c'est peut-être trop long. Une chance qu'il est comme en 3 parties. Là, fait que quand tu recommences, tu peux recommencer à la partie C, mettons. C'est comme 3 bars différents. Mais beaucoup de plaisir que j'ai eu à jouer avec ce jeu-là. Puis la production est quand même exceptionnelle. Oui, c'est un jeu qui n'était pas donné. Mais le matériel est assez unique, est assez intense. Puis l'application est vraiment bien faite. Fait que ça a été une belle expérience de jeu, somme toute, pour ce Descent-là. Puis ils ont déjà annoncé le chapitre 2, l'acte 2, qui devrait sortir peut-être en 2024.
2020, peut-être en 2023, je veux dire. OK. Fait que 55, Très cher. Descent, Légende des Ténèbres. Absolument, je te l'emprunte, lui. Ben oui. Je continue donc avec 54, qui va être un choix étrange. J'en parlerai pas beaucoup parce que j'avais dans le segment précédent, j'avais une égalité entre deux titres. Cette fois-ci, j'en ai une autre, mais avec deux jeux qui se jouent complètement différemment. Mais tu vas comprendre pourquoi je les ai mis sur un pied d'égalité. C'est Dinosaur Island puis Dinosaur World. Ah, OK. Qui vont gratter vraiment la même affaire. Puis j'ai même déjà fait une vidéo comparatif entre les deux, fait que je vous invite, en incluant d'autres jeux de dinosaures. Ouais. Fait que je vous invite à aller le vérifier. C'est dur pour moi de. Je les aime les deux autant, puis ça me fait suer. J'aimerais ça en aimer un plus que l'autre, que je puisse me débarrasser d'une boîte. Fait que je suis pas capable de me brancher sur lequel j'aime le plus parce que les deux ils ont vraiment le même feeling, mais avec des mécaniques quand même, avec des bonnes différences au niveau mécanique entre les deux jeux. Fait que tu sais, si je vois très rapidement, ce sont deux worker placement à la base. Dans Dinosaur Island, on va avoir une phase de recrutement de dés. Ces dés-là vont nous donner accès à des ressources, à des ouvriers, etc. On va avoir une deuxième phase où on va acheter divers équipements, pas divers équipements, mais divers tuiles qu'on va aller mettre sur notre plateau personnel, qui vont nous donner des bonus, qui vont nous donner des placements, des endroits où on va pouvoir placer nos ouvriers. Ensuite, on va avoir une troisième phase, puis on va pouvoir acheter des employés spécifiques qui nous donnent divers bonus. On va avoir une troisième phase où on va activer nos différents ouvriers sur nos différentes tuiles. Puis évidemment, qu'est-ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on va fabriquer ou en tout cas développer génétiquement des nouveaux dinosaures. Fait qu'on va se construire des enclos, on va mettre nos dinosaures dans nos enclos, on va améliorer la sécurité de notre parc parce qu'on essaie de s'arranger pour que nos dinosaures ne mangent pas nos clients. Puis ensuite, on va avoir une dernière phase, on va piger des meeples dans un sac, ça va être nos clients, puis on va les assigner dans notre parc à dinosaures. Puis on va, selon le nombre de clients qu'on a qui visitent les différentes tuiles de notre parc, on va marquer des points de victoire. À tous les tours de jeu, on va avoir une phase d'excitement, une phase de à quel point notre parc est excitant pour nos ouvriers, mais nos clients, on va avec l'argent que nos clients vont nous donner, on va recommencer la phase, puis on va refaire tout ça, tentant de marquer beaucoup de points de victoire en accomplissant divers objectifs. Dinosaur World va avoir un feeling similaire, mais là, on va drafter des cartes dans une première phase de jeu, cartes qui vont donner accès à des meeples. Avec ces meeples-là, dans les différentes phases de jeu qui vont suivre, on va avoir à assigner un certain nombre de ces meeples-là à chacune des phases de jeu. Fait que lui, il y a une partie de programmation, pas de programmation, mais de préparation qui est importante parce que je dois me garder certains meeples pour la dernière phase de jeu. Fait qu'il faut que je commence à penser tout de suite, quand je draft mes meeples, qu'est-ce que je veux faire dans chacune des phases de jeu. Je vais avoir une phase où on va aller acheter des tuiles qu'on va placer à l'intérieur de notre parc qui vont être le parcours qu'on va avoir à tracer. Je vais avoir une phase où je vais pouvoir développer mes différents matériaux génétiques que je vais avoir besoin. Je vais pouvoir activer différentes cases ou salles que j'ai sur mon plateau principal, mon plateau personnel qui va me permettre de créer mes dinosaures, etc. Lui, j'ai plein de petits meeples comme dans l'autre qui sont les différents dinosaures que je peux placer. Mais j'ai une dernière phase où on va se promener en Jeep à travers mon parc, puis je vais faire voyager mes visiteurs à l'intérieur du parc. Puis chaque tuile que je visite, je peux placer des meeples sur cette tuile-là pour activer cette tuile, puis ça va me donner divers bonus. J'ai vraiment brossé un portrait très large parce que c'était difficile de résumer deux jeux en 3 minutes. Deux jeux qui se ressemblent. Mais ils se ressemblent, ils ont le même feeling mécanique, mais ils ont le même thème aussi, là, vraiment construire un parc à dinosaures. Ils ont des idées similaires, je vais engager des cartes des ouvriers, je vais développer mon parc, mais de différentes façons. Il y en a un que j'ai un espèce de plateau, je vais aller placer mes différents enclos. L'autre, c'est vraiment des tuiles que je vais placer pour me faire un parcours. Fait où je place mes tuiles, c'est important parce que je vais les visiter dans cet ordre-là spécifiquement. Ils ont des feelings différents, mais si t'aimes les worker placement avec quand même beaucoup de matériel à gérer, avec beaucoup de beau matériel à gérer, je dirais. C'est deux jeux que j'ai trouvé vraiment excellents. Ils sont durs à résumer comme ça, mais c'est vraiment deux bons jeux euro de gestion de ressources avec des phases de draft, des phases d'assignation d'ouvriers, des phases de collecte de ressources, des phases de développement en termes de tuiles ou de cartes, là, selon le jeu que je vais prendre. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite où je compare les deux jeux dans le détail, mais j'étais incapable de départager lequel j'aimais le plus. J'aurais peut-être une petite affaire sur Dinosaur World, mais ça dépend. Généralement, c'est celui que j'ai joué en dernier que j'aime le plus. Fait que je les mets donc à égalité au 54e rang, Dinosaur World et Dinosaur Island. OK, on va accepter ça. Si j'ai à choisir un pour l'instant, ça va être Dinosaur World, mais je suis pas capable de partager. Ouais, je comprends. Voilà. Mon numéro 54,
J'ai dit un troisième Dungeon Crawl. Puis Ouais, c'est ça, celui-là. 3 d'affilée. Ouais, 3 d'affilée. Celui-là, c'est le jeu, je pense, qui va être dans ton top 20. OK. C'est Death May Die. Death May Die. Cthulhu Death May Die. Cthulhu Death May Die. Du bon duo Rob Davio et Eric Lang. On appelle ça un duo improbable. Ouais. Mais ça fait des belles choses. Ça a fait une belle chose. Puis ça a été surprenant, ce jeu-là. Quand on y a joué, on avait un peu ri de ce jeu-là. Je m'attendais tellement pas à grand-chose. Ouais, c'est ça. Puis c'est peut-être pour ça que finalement, ça a été un coup de circuit sur toute la C'est ligne. C'est un jeu qui est quand même bien modulable dans le sens qu'on va devoir choisir un scénario pour le jeu, puis on va devoir choisir un boss, donc un grand ancien de l'univers, évidemment, Lovecraftien. Fait que tu peux jouer contre Cthulhu, mais tu pourrais jouer contre n'importe quel autre grand ancien méchant dans la partie. Le monde a des images un peu intenses du jeu avec des... je vais mettre ça. Donc, on va choisir ça. Chaque grand ancien va venir aussi avec ses règles et ses choses à lui. Puis chaque scénario aussi. On va aussi avoir les ennemis qui vont être propres à... Je sais pas si ils sont assignés au grand ancien, au scénario ou aux deux. Là. Il y en a pour les deux. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait aussi une combinaison d'ennemis qui est différente selon ce qu'on a choisi comme scénario puis comme grand ancien. Puis on va jouer évidemment des investigateurs qui vont tenter d'empêcher le réveil du grand ancien. Et, finalement, ils vont déranger le rituel qui va appeler le grand ancien. Et dans le fond, le grand ancien va être affaibli quand il va apparaître. Et là, on va profiter de ce moment de faiblesse-là pour le vaincre. Fait que là, comparativement à un jeu comme Horror Arkham, que ton but, c'est juste d'empêcher que le grand ancien arrive. Mais là, dans le jeu-là, on va juste l'affaiblir, dans le fond, le rituel. Mais on veut qu'il arrive parce qu'on veut y péter la gueule. Ouais, parce que dans le fond, on est déjà fou là, au début de la game dans lui, contrairement aux autres jeux de ce type-là. Ouais, tu sais, pour te frotter un grand ancien, il faut que tu sois fou. Dans ta tête. Là. En effet. Puis c'est ça qui fait la beauté du jeu, c'est qu'à la fin du scénario, on va l'affronter, le grand ancien, puis ça va créer un boss fight qui est vraiment épique, puis super satisfaisant pour la fin de la partie. Fait que ça, c'est vraiment un des points forts du jeu que j'ai trouvé. Puis le système de jeu est quand même aussi intéressant dans le sens qu'on va avoir une piste de folie. Puis plus on devient fou, mais plus on devient fort dans ce jeu-là. Fait que on va gagner des niveaux en augmentant notre folie. On va gagner des nouvelles habiletés. Mais si on dépasse un certain seuil de folie, ben là, notre personnage va perdre complètement la carte puis il meurt. Fait que c'est de gérer ce risque-là, parce qu'on peut prendre des dés de bonus pour se donner des bonus quand on va rouler pour la folie. Mais évidemment, on va avancer sur cette piste-là. Fait que c'est tout à l'équilibre et la prise de risque qui vient avec ce genre de piste-là. Je vais être fort pour l'affronter. Mais en même temps, si je suis trop proche de la mort... De mourir, ouais. C'est ça. Je pourrais faire une petite affaire puis finalement mourir. Je t'ajouterais qu'il y a une twist intéressante que s'il y a un personnage qui meurt avant que le grand ancien, on l'ait réveillé, on perd la partie automatiquement. Mais à partir du moment qu'il est sur le plateau, là, on peut mourir un à un. Fait que ça ouvre la porte, comme tu disais, à des moments héroïques. Désespéré, là. On est dans le trouble, je fonce sur lui, j'attire tous les monstres dans un coin, je sais que je vais mourir, mais ça vous ouvre le chemin pour aller tuer Cthulhu ou Azathoth ou whatever. Oui. Fait que, il y a ce epic factor-là, il a puissance 1000. Voilà. Fait que c'est pour ça que c'est mon numéro 54, qui je suis sûr qu'il va être plus bas dans ta liste. Peut-être. Peut-être, yeah right. J'arrive donc à mon numéro 53, qui lui, je suis sûr qu'il ne sera pas sur ta liste. C'est une énorme bête qui s'appelle Burn Cycle. Ouais, j'ai jamais joué. Burn Cycle, ça explique. Hein. Burn Cycle, c'est le seul jeu que je possède que je pense que je joue sur 4 épaisseurs de playmat quand je joue à ça. Ça n'a pas de sens. Comment ils ont mis c'est vrai, les salles, c'est des playmats. Les salles, c'est des playmats. T'as un playmat qui est l'étage. Sur le playmat de l'étage, tu mets les playmats des salles sur lesquels tu peux mettre des playmats de composantes
Que tu crois, il y a du playmat dans le jeu. Là. Mais bref, Burn Cycle, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui thématiquement est très intéressant. On est dans un futur très lointain où l'humanité a viré méchante et a pris le contrôle du monde, à la surprise générale. Et les robots, les intelligences artificielles, sont persécutés par les humains, puis ils essayent de regagner leur liberté en reprenant contrôle de leurs lignes de code qui sont contrôlées par les humains. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un scénario, on va installer une map selon le scénario qu'on a choisi, puis on doit rentrer dans ces grands bâtiments corporatifs-là et tenter de se rendre au dernier étage pour accomplir l'objectif qui nous a été fixé par le scénario. Fait qu'elle est pirater des ordinateurs, etc. C'est un jeu qui est un peu comme le jeu que j'ai nommé dans le segment précédent, V, Sabotage puis Assassin's Creed. C'est un jeu qui se concentre sur la discrétion. Donc, on ne doit pas se faire voir par les gardes. On doit se promener, réussir à rentrer dans les différents bâtiments, tenter d'accomplir les différentes parties de notre scénario en se faisant voir le moins possible. Parce que si on se fait voir, les combats sont très difficiles, sont très coûteux en temps et en énergie, et ils font accélérer en plus une espèce de piste de crise, une piste de panique de la corporation. Parce qu'évidemment, s'il y a un garde qui se fait assommer, quelqu'un se rend compte que ça fait du bruit. C'est suspicieux d'avoir des morceaux de robots qui traînent à terre. Parce qu'on s'est battu avec un garde. Fait que c'est un jeu qui met l'accent sur le subterfuge, puis la subtilité, puis la discrétion, ce qui est toujours intéressant. C'est une optique différente. Il y a des mécaniques qui sont très intéressantes aussi. Juste sa mécanique de prise d'action est intéressante parce que l'idée, c'est que selon le niveau d'énergie qu'on a, on va se désigner un certain nombre de dés qu'on va avoir de disponibles au début de notre tour de jeu. Je peux commencer mon tour de jeu, par exemple, avec 6 dés bleus, 3 dés jaunes, puis 2 dés rouges. Selon les améliorations que j'ai, puis l'énergie que j'ai, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais donc j'ai un bassin de dés au début de mon tour de jeu. Puis l'idée, c'est que ces dés-là, je vais les séparer comme je veux. Je veux me déplacer de 6 cases, parfait, je prends autant de dés que je veux dans mon bassin, je les lance, puis chaque succès que j'ai, je peux me déplacer d'une case. Puis là, j'ai fait une action de déplacement. Sauf que tous les dés qui ont affiché des succès, ensuite, je les défausse. Fait que là, si j'ai décidé de lancer 6 dés, puis il y en a 4 parmi mes 6 dés qui ont affiché un succès, mais ces 4 dés-là, je les enlève. Fait que sur mon bassin de, disons, 12 dés, il m'en reste 8. Fait que là, si je veux ouvrir telle porte, ben là, ça a une difficulté de X. Je vais lancer, je vais prendre une chance, je vais laisser avec 3 dés, je l'ai, parfait. Fait qu'il me reste encore 7 dés pour le reste de mon tour de jeu, pour les autres actions que je veux faire. Fait que la mécanique est comme ça. Est-ce que je joue à Megaman, finalement? Oui. Mais en bon. Voilà, ça, c'est pas sûr. Puis là, évidemment, on est dans du chip tier games, fait que les composantes, c'est de super qualité. Les personnages sont très différents les uns des autres. Ils ont vraiment des habiletés différentes, des façons de s'améliorer différemment. Il y a le système de burn cycle qui est super intéressant. Tu as une espèce de roue d'action, pas une roue d'action, tu as une piste d'action représentée par des chips de poker, à la surprise générale. Et je vais pouvoir prendre des actions génériques, sauf qu'à la fin de mon tour, il faut que je brûle une de ces chips-là. Ça fait que le premier joueur va avoir moins d'actions de disponibles pour lui. Puis là, avec l'expérience, on peut débloquer des nouvelles cases d'actions sur cette piste-là, nous donnant accès à plusieurs actions, à davantage d'actions. Puis on va gagner des espèces de chips de remplacement qu'on peut remplacer la ligne de code du Burn Cycle par d'autres chips qui vont nous donner des bonus si on prend des actions spécifiques. Puis, il y a une action qu'on doit faire qui va réinitialiser toute cette piste-là qu'on est obligé de faire à un moment donné parce qu'on passe au bout des chips qu'on est capable de placer pour remplacer, mais il faut la timer, synchroniser à un bon moment qui ne nous fera pas trop suer puis qu'on va être capable de réinitialiser tout ça de la même façon. Là, je sais que ça a l'air flou tout ce que je dis, mais c'est un jeu de chip tier games, donc beaucoup de règles, beaucoup de composantes, beaucoup de choses, mais c'est vraiment une thématique unique, des composantes super. Un très bon jeu d'infiltration. Puis si on a le pack de luxe, on a des figurines en bronze. Magnétique. Les chips se collent après. C'est des figurines qui n'ont pas de base. On les colle sur la chip de poker qui représente l'ennemi. On le voit un petit peu à l'écran. Qu'est-ce que ça donne? La question qu'on se pose, est-ce que tu les as? Oui. Ah, là on te reconnaît. Là. Je les ai. Puis, mets sur le côté une espèce de petit plateau que tu vas faire une espèce de piratage, puis que dans le monde virtuel de Burn Cycle, les espèces de... On va hacker les systèmes en même temps, puis il y a des espèces d'intelligence artificielle qui vont nous courir après pour nous booter out du système. Fait que tu sais, beaucoup d'affaires qui se passent ensemble. C'est probablement quand même un des jeux les plus simples que je connais de Chip Tier Games parce qu'il y a beaucoup moins de mots-clés que dans d'autres jeux qu'ils ont fait comme Too Many Bones, Cloudspire. Mais c'est ça. Fait que c'est un très beau jeu, une très très belle tentative. Pas nécessairement facile à sortir comme tous les Chip Tier Games. Mais vraiment une belle expérience de jeu. Burn Cycle. D'accord.
Mon numéro 53, c'est un jeu de notre ami Ryan Lockett, qu'on salue, parce que lui aussi nous écoute, clairement. Je vais aller avec Near and Far, qui est un des jeux de cet auteur que j'adore. Et ce que j'aime à la base de Ryan Lockett, c'est qu'il est à la fois l'auteur et l'artiste de ces jeux. Il fait tout. J'adore sa griffe visuelle, j'adore ce petit look un peu cartoonish qui me fait penser genre à des jeux de Super Nintendo. Je sais pas, je suis tout le temps un peu cette image-là dans ma tête, là, mais que ça met un petit côté nostalgie rétro qui est le fun dans mon cœur. Fait que Near and Far, c'est un jeu qu'on peut jouer en mode campagne aussi, mais qu'on peut aussi jouer en mode arcade. Donc de jouer juste une partie comme ça. C'est un jeu, on va jouer un aventurier qui va tenter de vivre des aventures et de recruter des gens dans son groupe d'aventuriers pour partir à l'aventure, affronter des monstres, découvrir des choses dans cet univers-là. Le plateau de jeu est représenté par un livre, fait que dans le fond, chaque page du livre, c'est comme un board différent, si on veut. Fait que si on fait la campagne, on va pouvoir passer au travers de plusieurs plateaux différents. Sinon, quand on joue en mode arcade, on peut choisir à peu près n'importe quelle page pour se faire un plateau. On va avoir un plateau de ville qui est un peu un jeu de placement d'ouvriers. On va pouvoir placer notre personnage dans la ville pour aller faire différentes actions, pour aller justement s'acheter des caravanes, pour aller recruter des gens, pour aller faire des ressources, etc. Si on va à la même place que quelqu'un d'autre, on va faire un duel contre lui. Puis on pourrait y voler un petit quelque chose, mais c'est mineur comme interaction là, entre les joueurs. Puis après ça, une fois qu'on a fait assez d'actions dans la ville, puis qu'on a ramassé assez de ressources, assez de ravitaillement, puis de choses, ben là, on va quitter la ville et on va partir à l'aventure. Fait que c'est là qu'on va placer notre personnage sur le plateau de jeu, sur le livre en tant que tel. Puis c'est un plateau sur lequel on va se promener. Il va y avoir différentes choses avec lesquelles on peut interagir. Il va y avoir justement des monstres qu'on peut affronter, des lieux qu'on peut explorer, des choses qu'on peut découvrir. On va aller faire des campements. Fait qu'on va placer des petits jetons de campement qui vont éventuellement nous donner des points aussi à la fin de la partie. Plus on en met sur le plateau, donc plus on explore de lieux. Et c'est un peu la suite spirituelle de Above and Below. Donc, quand tu vas explorer un lieu, tu vas aller lire une entrée dans un livre narratif. On va te raconter ce qui t'arrive dans cet endroit-là et tu vas avoir un choix à prendre ou un test à faire selon ce qui va se passer. Fait que tu as ce petit côté-là histoire qui est intéressant dans ces jeux et qui va ajouter un peu de saveur. C'est sûr que quand tu joues en mode arcade, des fois c'est un peu détaché, un peu plus random que le jouer en mode campagne, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même sympathique. Le gameplay est super le fun. Il y a même une extension pour jouer en mode coop. J'ai déjà joué une partie en mode coop, ce qui était quand même assez cool, puis pas facile à réussir aussi. C'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Vois-tu, il était en position 44 dans mon ancien top 100. Okay. Il a glissé quand même juste de 9 rangs. Fait qu'il était à peu près à la même place. Puis ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais depuis ce temps-là, j'ai eu une copie en français parce qu'il a été traduit par nos amis de Lucky Dog Games. Donc, ça me donne le goût de ressortir puis de le redécouvrir. Puis peut-être à la limite de même jouer une campagne pour explorer ce mode de jeu-là dans lequel ton personnage peut évoluer un peu plus de partie en partie. Fait qu'encore un jeu qui me hype quand je le vois puis qui me fait un peu rêver puis voyager dans l'univers de Ryan Lockett. Fait que Near and Far, mon numéro 53. Super bon choix. Je continue donc avec mon numéro 52, qui est un jeu qui est mis sur la map la compagnie Sandcastle Game, qui ont depuis fait un deuxième jeu qui s'appelle First Empire. Ouais, ça, c'est leur premier. C'est pas First Empire qui va les garder sur la map, en tout cas. Non, je pense pas. Mais ce premier jeu de cette compagnie-là s'appelle Res Arcana, qui est un jeu développé par Thomas ou Tom Lemon, qui est, je pense que je pourrais le qualifier du king de l'engine building. Excellé là-dedans. Ouais, c'est ça. Il a fait plusieurs excellents jeux d'engine building. Celui-là, c'est un que j'aime beaucoup. Puis tu sais, c'est drôle parce que ma dernière sélection, c'était Burn Cycle, qui est un jeu probablement trop ambitieux au niveau de ses composantes et de ses mécaniques, selon plusieurs personnes, parce qu'il fait peur. Celui-là, c'est l'inverse. C'est comment faire beaucoup avec pas grand-chose.
dans la boîte de 5 ressources, tu as un deck de 50 cartes, puis tu as 8 lieux de pouvoir dans le jeu de base, avec quelques personnages, je ne me rappelle plus c'est combien, 6 ou 8 personnages différents. On choisit un personnage qui est un magicien. On va brasser le deck de cartes, on va distribuer ou drafter selon le mode de jeu que tu veux, 8 cartes à chaque joueur. On va placer quelques lieux de pouvoir sur le côté. Il y a un petit deck de cartes de. Je ne me rappelle plus si ça s'appelle des monuments, mais en tout cas, un deck de cartes Des gros bâtiments à particulier, construire. des bâtiments spéciaux. Puis, dans le fond, avec mes 8 cartes, là, je vais jouer l'entièreté de ma game. Fait que Ouais, je vais piger un certain nombre de cartes en début de c'est partie. assez étonnant ce que tu fais avec seulement 8 cartes. Ouais. Puis je vais essayer de créer un engin. Fait que, tu sais, quand je vais m'être fait attribuer mes 8 cartes en début de partie, je vais prendre le temps de les regarder, les 8. Genre, OK, c'est ça que j'ai dans mon deck au complet. Ensuite, je les rebrasse, puis là, je pige mes cartes pour commencer ma game. Puis à tous les tours de jeu, la mécanique est super simple. On va choisir une espèce d'objet de pouvoir que je vais utiliser pour ce tour-là, qui me donne un petit bonus. Ensuite, je vais dépenser mes ressources que j'ai accumulées pour jouer une carte. Puis c'est le genre de jeu que je prends une action, tu prends une action, je prends une action, tu prends une action, jusqu'à temps qu'on parle, que quelqu'un passe, puis quand tout le monde a passé le tour de jeu. Fait que tes tours sont super rapides. Je prends une action, je tape telle carte, ça me donne 3 ressources rouges. Parfait, c'est à toi. Ah ben moi, je tape le pouvoir que j'ai pris pour le tour, ça me permet de défausser une carte, puis j'ai une carte. Parfait. OK, bon ben là, moi, je tape ça, ça me donne 3 autres ressources rouges. Cool. Là, ça revient à toi. Là, ça revient à moi. Bon, maintenant que mes 6 ressources rouges, je joue cette carte-là. Là, ça me donne un nouvel artefact qui est disponible devant moi que je peux taper pour faire différentes affaires. Puis on fait juste tout simplement faire du back and forth comme ça. C'est une course au point de victoire. C'est le premier qui en a 10, si je ne me trompe pas, qui va déclencher la fin de la partie. Le pion premier joueur même valait un point de victoire. C'est super important. Puis il y a 5 lieux de pouvoir à chaque partie qui sont des grosses tuiles cartonnées qui vont me permettre de créer un engin, qui vont me permettre en fait de donner un objectif, je dirais, à mon engin que je suis en train d'essayer de créer. Moi, je me rends compte que je suis capable de bâtir un engin qui va générer beaucoup de ressources bleues et vertes. Parfait. Il y a un des lieux de pouvoir qui a rapport avec les ressources bleues et vertes. Puis il va me permettre, à un moment donné, quand je vais atteindre un certain niveau dans mon engin, de dire, OK, à tous les tours de jeu, je fais clac, 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 je fais un point de victoire. Clac, clac, je fais un point de victoire sur ce lieu de pouvoir-là. Un autre rapport avec les dragons, par exemple. Ah, je me rends compte que j'ai 1 ou 2 dragons dans mon deck. Je vais essayer de prendre contrôle de ce lieu de pouvoir-là. Ça va me permettre de l'utiliser à tous les tours de jeu pour faire 1 ou 2 points grâce à mes dragons. L'autre, il rapporte avec les ressources noires, l'autre avec les ressources rouges, et ainsi de suite. Tous les lieux de pouvoir, ils ont 2 faces, fait que je peux les varier d'une partie à l'autre. Il y a un deck de cartes monuments que si je réussis à ramasser 4 pièces d'or, je vais pouvoir acheter des cartes monuments qui vont me donner des points de victoire et divers bonus. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est fou les combinaisons que tu es capable de créer avec, ultimement, ton petit deck de 8 cartes, puis que tu réussis à créer des. Tu pourrais prendre au hasard en passant. Tu peux, puis moi, j'ai beaucoup de fun à jouer juste au hasard. Je te donne 8 cartes, j'en prends 8, je les regarde, parfait, c'est avec ça que je joue cette game-là. Puis j'ai jamais vu quelqu'un se faire complètement planter parce que tu es toujours capable de créer un combo avec les différentes cartes que tu vas avoir. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien pensé comme jeu. C'est un bijou de petit jeu presque minimaliste dans ses ressources, parce que là, ça a l'air d'avoir beaucoup de ressources quand on regarde l'image que David est en train de nous montrer, mais je pense qu'il te montre l'entièreté des composantes qu'il y a dans la boîte à peu près en une seule photo. Puis j'exagère à peine. La boîte est tout petite. Puis il y a déjà 2-3 extensions qui existent. J'en possède une qui est très bonne. Puis voilà, c'est un superbe jeu, Res Arcana. Puis il est disponible sur BGA pour ceux qui voudraient l'essayer. Ouais. Puis il n'y a pas de texte, si je ne me trompe pas, sur les cartes, ou presque pas. C'est beaucoup de l'iconographie. C'est beaucoup de l'iconographie. Puis c'est pas une iconographie nécessairement qui est facile, toujours facile à apprendre, mais elle n'est pas si complexe que ça. Puis une fois que tu la maîtrises, tu regardes une carte, tu sais qu'est-ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, mon avant-dernier choix pour aujourd'hui, Res Arcana. Parfait. Mon numéro 52, c'est un jeu qui était classé 91e dans mon top 100. Toute une augmentation. Ouais, c'est un jeu que j'ai apprécié à aimer beaucoup avec les années. Je pense que j'avais peut-être juste joué une fois ou deux à l'époque. Puis c'est un jeu qui était difficile à se procurer. Puis j'ai réussi dans les dernières années à trouver une copie à quelque part. Okay. Fait que c'est Grand Austria Hotel. OK. Donc, de Simone Luciani et Virginio Gigli. Donc, superbe duo d'auteurs italiens. Puis j'avais fait un appel à l'aide à mes abonnés YouTube en disant si quelqu'un a ce jeu-là chez eux puis qu'ils veulent le vendre, moi je suis preneur.
Et on a un de nos abonnés qui s'appelle Stéphane, qui habitait à Saint-Hyacinthe, qui m'a écrit en disant « Ah, moi j'en ai une copie à vendre si tu veux. » Fait que j'ai réussi à me trouver une copie comme ça de Grand Austria Hotel. C'est un jeu de recrutement de dés. Fait que recrutement et placement de dés, si on veut, là. Dans le fond, on va gérer un hôtel et un restaurant dans ton hôtel. Fait que dans le fond, tu vas essayer d'attirer des clients et de leur donner la nourriture ou les breuvages qu'ils veulent à ton restaurant en premier. Et une fois qu'ils ont bien mangé ou bien bu, ben là, on va leur préparer une chambre et on va les envoyer dormir dans une chambre. C'est un jeu de gestion de ressources qui est quand même assez serré, honnêtement. C'est un jeu que le système d'action, il est spécial, mais il est aussi aléatoire, ce qui fait que des fois dans des games, ça fait des choses bizarres. Puis ça va faire la rareté de certaines ressources selon les résultats des dés. Dans le fond, on va lancer à chaque manche un bassin de dés, selon le nombre de joueurs. Puis on va assigner les dés selon leur numéro sur l'action correspondante. Fait que les 1 sont assignés à l'action 1, les 2 à l'action 2, et ainsi de suite. Fait qu'il y a 6 actions dans le jeu qui sont numérotées de 1 à 6, qui sont avec les résultats des dés. Et à ton tour, dans le fond, tu vas recruter un des dés et tu vas faire l'action où il est assigné. Et tu vas la faire à la puissance du nombre de dés qu'il y a. Fait que si tu veux faire l'action pour gagner de l'argent, par exemple, qui est l'action numéro 4, qui peut te gagner de l'argent ou avancer sur la piste de l'empereur, mais l'action numéro 4, s'il y a 4 dés, ben, t'en prends un, mais comme il y avait 4 dés, tu fais 4 fois l'action. Fait que tu fais 4 piastres, ou avancer de 4 sur la traque de l'empereur, ou un mélange des deux. Je peux avancer 2, prendre 2 piastres, etc. Mais si à chaque ronde, il y a un seul dé sur cette action-là, je le prends, je fais une pièce. C'est pas super cool comme action, faire une pièce. Mais si t'es pris en ressources, puis que t'as besoin d'argent, puis que ça se peut qu'une ronde, il n'y ait pas de dés sur le 4, ben, c'est un peu difficile de t'en sortir. Il y a des façons de contourner ça. Parce que l'action 6, c'est l'action qui te permet de faire le miroir. Fait que tu peux faire n'importe quelle des 5 autres actions, mais avec le nombre de dés qu'il y a dans le 6. Mais elle te coûte une pièce. Fait que si tu veux de l'argent, tu peux pas la faire anyway. Lui, je me trompe pas, Tacchini, c'est celui qui a fait. Pas Tacchini. Luciani. Ouais, Luciani, c'est celui qui a fait Tile Tom. Oui, c'est exactement. Il y a quelque chose qui se ressemble. Oui, mais ça ressemble encore plus à Golem qu'il a fait. Ah, que j'ai pas joué, ouais. Golem, c'était un peu le même principe que celui-là, mais sauf qu'au lieu d'être des dés, c'était des billes. Fait que c'était le nombre de billes dans l'action qui te faisait faire l'action, mais c'était un peu le même principe. Fait que t'as une action pour gagner. T'as 2 actions pour gagner les ressources du jeu là, qui sont des cubes de bois. Là, c'est vraiment minable. T'as des cubes beige, c'est des strudels. Les cubes blancs, c'est du gâteau à vanille. Les cubes noirs, c'est du café. Puis les cubes rouges, c'est du vin rouge. C'est ça. C'est des cubes. Là. Ils sont même pas forcés pour essayer de faire des belles ressources. Fait que ça, c'est l'action 1 et 2 pour gagner ces ressources-là. L'action 3, c'est de préparer des chambres. Fait que tu vas payer de l'argent pour aller placer un petit jeton de chambre prête sur ton plateau. Tu as un petit plateau personnel, comme vous voyez à l'écran. Tu as des chambres différentes. Tu as 3 couleurs de chambres. Fait que tu vas préparer tes chambres pour éventuellement accueillir tes clients. L'action 4, c'est pour gagner de l'argent ou la piste de l'empereur. L'action 5, c'est de jouer des personnages. C'est là que le jeu devient intéressant. On va faire un draft de cartes de personnages au début de la partie. Fait que les personnages, c'est des assistants, des employés de ton hôtel, dans le fond. Fait que quand tu vas réussir à jouer un assistant en faisant l'action numéro 5, il va te donner un rabais d'une pièce par dé qu'il y a dans l'action numéro 5. Ben, les personnages vont te donner des pouvoirs passifs ou des pouvoirs que tu peux activer à chaque round ou des pouvoirs de scoring de fin de partie. Fait que ta game va se jouer beaucoup dans tes combos de personnages que tu vas réussir à mettre pour te donner des avantages dans le jeu. Fait que ça, c'est une partie vraiment le fun puis vraiment riche du jeu parce qu'il y a beaucoup de cartes différentes dans le jeu. Fait que ça va faire une belle variété de ce niveau-là. Puis dans le fond, à ton tour de jeu, tu peux attirer un client. Fait qu'on a comme une rivière de clients. Là. Fait que tu peux emmener un client puis le mettre dans une de tes 3 tables de ton restaurant. Puis là, tu vas devoir payer de l'argent pour ton serveur à porter les cubes, dans le fond, les faire passer de ta cuisine aux tables des clients. Il faut que tu payes ton serveur 1 pièce pour qu'il aille livrer 3 cubes. Ça représente peut-être le type ou whatever. Là. Fait que tu vas mettre les cubes que les clients veulent. Puis quand le client a tous les cubes qu'il avait besoin de nourriture et de breuvage, ben, tu vas pouvoir aller l'envoyer dans une chambre qui est prête et à sa couleur. Et en envoyant un client dans sa chambre, tu vas activer l'effet bonus du client. Fait que tu vas essayer de timer ce que tu as besoin avec les effets de tes clients.
Puis en plus de ça, les chambres de différentes couleurs, vous voyez que sur le plateau, sont placées par groupe. Il y a des groupes de 2, des groupes de 3, des groupes de 4. Mais quand tu complètes un groupe de chambres occupées d'une couleur, tu vas aussi gagner un autre bonus. Fait que les chambres rouges vont donner de l'argent, les chambres bleues vont donner des points, les chambres jaunes vont faire avancer sur la piste de l'empereur. Que ça fout, la piste de l'empereur? C'est une piste qu'il faut que tu avances éventuellement. Puis si à la ronde 3, 5 et 7, t'es pas assez loin, tu vas gagner un malus, une pénalité, un bonus, un malus. Fait que vraiment un malus de marde en plus pour le reste de la game. Ça, c'est un peu un système qui est utilisé dans Lorenzo et le Magnifico. C'est un petit côté punitif que j'aime moins dans ce style de jeu-là, mais bon, ça se gère quand même. Si tu réussis à bien timer ça avec un groupe de chambres jaunes qui te donne un gros bonus là-dedans, puis des fois, tu as des cartes de clients qui te font avancer là-dessus. Fait que c'est un beau jeu de gestion, un petit côté engine building aussi qui est intéressant. Ça joue quand même vite, pour vrai. À 2 joueurs, ça se joue en 1 heure. C'est sûr que jouer à ça à 4, le système d'action il est bizarre parce que comme c'est un draft de dés, on draft en snake. Là, fait que le premier joueur joue le tour 1. Après ça, le joueur 2. Le joueur 2 joue son deuxième tour. Le joueur 1 joue son dernier tour. Là. Fait que si tu joues à 4, le joueur 1, il joue le tour 1 puis le tour 8. Là, fait que entre ça, il regarde les autres jouer pas mal. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'à 2, je trouve que c'est vraiment un jeu qui se sort bien puis qui se joue rapidement. Mais c'est un jeu qui peut être punitif puis un peu impardonnable. Fait que faut être conscient de ça, mais une fois qu'on a joué quelques parties puis qu'on maîtrise un peu mieux, c'est vraiment un jeu qui est satisfaisant puis qui est toujours le fun à sortir. Fait que Grand Austria Hotel qui a quand même gagné quasiment 40 rangs sur ma liste. Qui est maintenant mon numéro 52. Fait qu'on termine ce 5e déjà segment. Fait qu'on termine la première moitié de notre classement avec un jeu que si j'avais à faire un top 10, mettons, des jeux les plus influents des, je sais pas, 5-10 dernières années, peut-être 10 dernières années, il serait vraiment quelque part là-dedans parce que ça a été, pendant longtemps, le livre dont vous êtes les héros a été considéré comme quelque chose quand même assez kitsch. Jusqu'à temps qu'il y ait une gang de Français qui décide de faire un jeu d'exploration sur un 7e continent où la mécanique de base, c'est le livre dont vous êtes les héros. Fait que c'est le 7e continent, évidemment. Où, concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est qu'on choisit un aventurier qui ont découvert précédemment le 7e continent, mais qui sont venus fous, qui ont acquis une malédiction quelconque en tentant de s'y promener, et qui retourne pour tenter de trouver un moyen de lever cette dite malédiction. Fait qu'on va explorer ce continent-là. Puis il y a peut-être 3 mécaniques, grosso modo, dans le jeu qui vont se chevaucher. Il y a la mécanique de prise d'action. À chaque fois qu'on va faire une action, on va décider d'un nombre de cartes qu'on va révéler d'un deck commun. Puis sur la frange gauche de chacune des cartes, il y a soit des étoiles, soit des demi-étoiles, soit pas d'étoiles du tout. Puis on doit tenter d'atteindre un certain nombre d'étoiles, qui va être le nombre de succès. Fait que je peux flipper 15 cartes pour mon action si je veux, mais ce deck-là représente notre espèce d'énergie collective. Si on n'en a plus dedans, on va rebrasser, mais on va mettre des cartes de mort à l'intérieur de ce deck-là. Puis si on pige une de ces cartes-là, on perd la partie. Fait qu'il faut essayer de ne pas vider ce deck-là. La deuxième mécanique qui est intéressante, c'est la mécanique d'objet. Justement, suite à ces cartes-là, on va en piger parfois. À chaque fois qu'on fait un test, on va pouvoir garder une des cartes qu'on a révélées, on met ça dans notre main, puis éventuellement, on peut prendre des actions. Ces cartes-là vont généralement représenter de l'équipement, des objets qu'on va pouvoir construire, puis qu'on va pouvoir traîner pour accomplir différentes actions. Fait que si je veux chasser, puis j'ai un arc ou un couteau que j'ai avec une lance que j'ai attaché au bout d'un bâton, ben, ça va être plus facile de chasser, évidemment, mais on peut se fabriquer des bottes, des luges, d'équipements de protection, des flûtes, etc. On peut trouver un paquet d'affaires qu'on peut construire dans le jeu. On va avoir beaucoup de compétences qu'on va pouvoir jouer aussi dans ces cartes-là. Fait que la façon dont on utilise ces cartes-là, c'est pas juste pour flipper pour des succès, ça aide beaucoup. Ça me fait penser un peu d'une certaine façon quand tu parlais du Seigneur des Anneaux tantôt. Mm-hmm. Les cartes vont servir à quelque chose, mais je vais avoir à en défausser pour accomplir des succès à mes tests d'action. Fait qu'il y a cette mécanique-là, mais surtout, d'abord et avant tout, qu'est-ce qui fait que le 7e continent est extraordinaire? C'est qu'on a un continent exploré,
par un système de livres dont c'est l'héros, mais qu'il n'y a pas d'histoire en tant que telle, il n'y a pas de narration. Je fais tout simplement, on commence sur une carte carrée sur laquelle il y a différents chiffres. Si je vais aller vers le nord, ben, je vais révéler la carte 17 que je vais venir coller. Puis là, sur la carte 17, il y a d'autres choses, des icônes. Je peux avoir une grotte qui est associée à un numéro, un arbre qui est associé à un numéro, je vois une croix plantée quelque part qui est associée à un autre numéro. Puis à chaque fois qu'on va vouloir prendre une action, on va tout simplement aller révéler ces cartes-là. Ces cartes-là, c'est elles qui vont faire avancer l'histoire, puis qu'on va tenter de découvrir le mystère, les différents mystères du 7e continent. La raison pour laquelle il est plus bas que précédemment, il était 25e avant, c'est que je prévois qu'il se fasse doubler par un autre jeu qui s'appelle la 7e Citadelle, qui est la suite du 7e continent. La suite spirituelle, ce ne sera pas le même univers, mais ça va être les mêmes mécaniques améliorées. Puis par le fait qu'il me reste juste une malédiction à faire dans le 7e continent. Puis après, je vais avoir fait pas mal le tour de l'île. Une force et une faiblesse du jeu à la fois, c'est que c'est toujours la même île. Fait que si j'ai 3 amis qui me disaient j'aimerais ça que tu me fasses essayer le 7e continent, puis qu'ils n'ont jamais joué, moi, l'île, je la connais à peu près par cœur. Ouais, c'est ça. Fait que je sais très bien que on a besoin d'un pistolet, parfait. Je sais, il y en a un où. Je me rappelle exactement comment y aller. On apprend dans notre malédiction que ça apprend, on a vu on trouve une note quelconque qui dit qu'il y a des traces dans la neige. Bon, ben le territoire qui a de la neige, je le sais où. On trouve quelque chose qui a rapport avec un marécage, je le sais où. Fait que le fait de le réexplorer tout le temps, c'est le fun parce que tu reviens en territoire connu, mais ça peut pas gâcher, mais teinter l'expérience des joueurs qui, eux, c'est la première fois ou la deuxième Ils fois. n'auront pas le feeling de découverte si tu leur dis tout où aller. C'est ça, fait que c'est difficile de se retenir et de dire, le groupe dit parfait, on va au sud, puis je fais comme ouais, c'est parce qu'on va tourner en rond pendant 5 heures si on va au sud, je sais que c'est pas là qu'il y a le truc qu'on cherche. Fait que ça peut jouer un peu, fait que je vais le jouer plus solo. Par contre, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a encore des choses que je découvre. Il y a encore voyons, j'ai passé 1000 fois par là, puis j'ai jamais vu ce chemin-là, ou cette grotte-là, ou ce temple-là, ou ce truc-là. Puis il y a une extension qui te rajoute toute une deuxième couche, à la fois souterraine et aérienne au continent, qui te permet d'explorer ça. Ou ça, j'ai pas fini de faire le tour de ces morceaux-là. C'est pour ça qu'il est encore là. Puis je sais que je vais avoir beaucoup de plaisir, que quand la 7e citadelle va arriver, je vais m'arranger pour avoir fini le 7e continent, peut-être m'en départir à ce moment-là, etc. Mais c'est un jeu qui m'aura donné des excellentes expériences d'exploration puis de découverte en arrivant à des places. Puis il y a encore des endroits, je ne spoilerai rien, mais il y a encore un endroit spécifique que je sais où y aller. Je sais qu'il y a quelque chose à faire là, mais je n'ai pas encore compris quoi. Puis, fait que j'ai hâte de trouver c'est quoi, comment je fais pour ouvrir cette dernière porte puis aller de l'autre bord pour voir qu'est-ce qu'il y a. Fait que c'est un superbe jeu de découverte, très facile à expliquer, très simple à jouer, mais qui est quand même assez difficile aussi. Fait que si on aime vraiment le feeling purement de découverte et d'exploration, c'est un des meilleurs qu'il fait. Puis c'est quand même, si c'était pas de lui, il n'y aurait pas eu de Tainted Grail, des jeux... Ouais, il a pavé le chemin pour tous ces jeux-là. Puis des grosses bêtes comme Tainted Grail ou des tout petits jeux comme Cartaventura, qui est pas nécessairement excellent, mais qui c'est clairement, ils ont fait « Ah, OK, on peut revenir à du principe de Dons de l'héros. Ça fonctionne dans le jeu de société. » C'est le 7e continent qui a amené ça. Voilà. C'est mon dernier choix pour aujourd'hui. Pour finir ta première moitié, bravo. Pour finir ma première moitié. Moi, je finis ça avec un crossover. Oh yes! J'ai choisi Orléans. Mais on était quand même proche. Ouais, Orléans qui était... Moi, je l'avais mis 65e. Il était 23e dans ma liste précédente, fait qu'il est quand même descendu. Je l'ai moins sorti dans les dernières années. Mais ça reste un excellent jeu de backbuilding, un jeu euro, de gestion, qui a quand même beaucoup de trucs à faire, la façon de faire les points aussi avec les pistes, les trucs qu'on peut faire, les marchandises qu'on peut ramasser sur le plateau, le conseil de ville qu'on peut aller placer pour faire des points, mais qu'on peut aussi, en même temps, on nipper notre sac en allant là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de stratégie derrière ce jeu-là, puis on a une influence directe sur ce qu'on fait par nos actions. Fait que c'est toi qui vas décider, je m'en vais-tu dans une stratégie d'aller plus avec cette couleur-là, plus avec l'autre. Puis le nombre de jetons de chaque couleur, c'est un nombre fini. Là. Je peux pas acheter des jetons. C'est ça, c'est limité par un certain nombre selon le nombre de joueurs et tout ça. Puis ça va aussi te permettre d'avancer sur la piste de la couleur de ce jeton-là.
Fait que tu vas essayer aussi de tirer avantage de ce que tu peux aller chercher dans ces pistes-là, puis d'utiliser la stratégie des jetons que tu as choisi un peu plus. Puis la manière que tu fais rouler tes jetons aussi dans ton sac, le fait de garder des jetons sur ton plateau pour justement, ok, je veux sortir mes moines là, qui sont des wild, là, fait que je veux qu'ils roulent, les autres, je veux pas qu'ils restent un ou deux tours à rien faire sur mon board parce que je veux les réutiliser facilement. Fait que c'est super le fun comme jeu. C'est laid, là, c'est beige, c'est grave. Là. Mais Colin que c'est bon. Tu sais, c'est ces jeux-là, tu sais, un peu comme Concordia, c'est la preuve que, tu sais, on a beau rire puis chialer que le visuel il est laid, mais on s'en balance quand on y joue au final. Tu sais, on joue pour le gameplay en premier. C'est le fun quand le visuel est beau puis qu'il y a des belles composantes, mais si c'est pas le cas, c'est pas ça qui va nous empêcher de l'apprécier puis d'aimer le gameplay. Puis c'en est un bon exemple, je pense. J'ai juste l'extension Invasion. J'ai pas joué les autres extensions qui rajoutent d'autres trucs aussi. Là. Il y en a une, c'est Intrigue et quelque chose. Puis je pense qu'il y en a une autre aussi. Ouais. Mais l'extension Invasion est vraiment le fun parce que un gros jeu comme ça, de le mettre en mode coop, c'est quand même assez particulier. Ça y rajoute une bonne twist d'originalité. C'est surprenant comment c'est bien réussi. Oui, parce que au final, c'est un backbuilding, c'est un engine building par la bande. Là, ouais. Fait que un engine building co-op, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très répandu, puis ça fonctionne vraiment bien. Elle a été dure à trouver pendant un certain nombre d'années parce qu'elle était out of order, mais je sais qu'elle est revenue disponible Invasion dans les dernières années, fait que ça devrait être trouvable un peu plus en magasin présentement. Puis nous autres, vu qu'on prend la version française, on s'inquiète pas de la faillite de TMG vraiment. Là. Fait que c'est ça. Et Corléans qui termine la première moitié de mon top 100. Un excellent. Ça me donne le goût d'y rejouer pour vrai. J'avoue, on se fera ça bientôt. Le petit Orléans Invasion. Là. Tout. Ah oui, faut être malade. Donc voilà, c'est ce qui termine ce 5e segment et ce qui termine officiellement la moitié de notre top 100. Mais merci à toi encore une fois. Avec grand plaisir, merci de l'invitation. Merci à tous nos auditeurs qui prennent le temps d'écouter des petites vidéos d'entre 1 heure et 2 heures chaque fois. Vous êtes très courageux et on vous remercie beaucoup. Puis d'ailleurs, on voudrait vous entendre. En fait, on voudrait vous lire plutôt en commentaire sur ces choix-là. Donc, dites-nous les jeux que vous aimez beaucoup dans ces 10 choix-là. Ben non, ces 20 choix-là. Où est-ce qu'on s'est planté sur les jeux que vous aimez pas, là, c'est comme qu'on n'aurait jamais dû mettre là, mais bon, ça reste nos goûts à nous autres. Mais vous pouvez quand même nous dire ce que vous pensez de ces jeux-là en disant peut-être pourquoi vous les aimez beaucoup ou pourquoi vous les aimez pas. Ça serait intéressant de pouvoir en jaser avec vous autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme en bas de l'écran là-bas. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous encourager sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre belle communauté de Discord. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao!